Eh bien, bonjour à tous, on est sur AI Advantage. J'ai le plaisir d'être avec Flavien Chervet, c'est bien comme ça que ça se prononce. C'est comme ça, enfin, Chervel, mais ça Chervet, fonctionne. ok, impeccable, on comprendra. Et aujourd'hui, donc, du coup, on va parler d'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Ouais, bien sûr. Déjà, merci de m'accueillir sur ta chaîne. Flavien Chervet, j'ai, on va dire, deux casquettes principales, enfin, c'est plus compliqué que ça, mais on peut dire que j'ai une casquette d'entrepreneur. Je suis actuellement sur ma deuxième société, qui est une grande école dédiée à l'innovation, qu'on a cofondée avec des associés il y a 4 ans maintenant, Ok. qui s'appelle IRIG et qui est à Lyon, à côté de la Altony-Garnier, dans le 7e. Euh, donc c'est ma deuxième société. La première, c'était un cabinet de conseil en innovation que j'ai revendu il y a environ 3 ans et demi et qui était spécialisé dans la mise en place de programmes d'intrapreneuriat. Donc on accompagnait des salariés à monter des boîtes à l'intérieur des grands groupes et ensuite à les faire sortir sur les marchés et si possible réussir. Ça, c'est ma casquette d'entrepreneur, toujours dans le monde de l'innovation avec un gros focus sur comment fonctionne la créativité, comment on rend les humains créatifs, comment on enseigne la créativité, etc. La question de la créativité, c'est un truc qui me fascine depuis que je suis gamin. Comment les grands génies ont des idées qui changent le monde, comment au quotidien tu as des idées originales là où d'autres n'en ont pas, etc. Ça m'a toujours éclaté et fasciné. Donc j'ai essayé de trouver un métier qui me permette d'explorer cette dimension-là. Et puis ma deuxième casquette, c'est en effet dans l'IA. C'est difficile de me définir dans le monde de l'IA, mais j'y suis arrivé au départ de façon assez originale. En fait, je m'intéresse depuis très longtemps. Alors, je suis un gros geek, hein, j'ai eu mon premier ordinateur à 6-7 ans, j'ai appris à coder à 12 ou 13, donc j'aimais bien les ordinateurs, je suis tombé dans la marmite très tôt. Et je crois que c'était, oui, je devais être en fin d'études, quelque chose comme mon Master 4, Master 5. C'est une époque où j'aimais énormément la philosophie. Et quand tu t'intéresses à la philo, à un moment, tu t'intéresses à la philosophie de l'esprit. Surtout, moi, ça m'est venu en m'intéressant d'abord à Bergson, un philosophe incroyable, avec un de ses bouquins qui s'appelle Matière et mémoire, qui a beaucoup changé ma façon de comprendre l'esprit humain. Et grand passionné de philo, et quand tu t'intéresses à la philosophie de l'esprit, donc comment fonctionne l'esprit humain, à un moment, tu t'intéresses à la question de la simulation de l'esprit, ce qui est au départ pour la philo un moyen de mieux comprendre. J'aime tellement la philo qu'elle est tatouée sur mon bras, que je la porte autour du cou, tu vois. Et donc, je suis arrivé en fait à l'intelligence artificielle par ces questions philosophiques, par une volonté de comprendre comment fonctionne l'esprit humain, donc d'une façon assez originale. Au départ, pas par l'informatique. Je suis arrivé par la philo. Et comme je suis un geek, j'ai appris à coder de l'IA. Comme je suis un entrepreneur, j'ai commencé à organiser des choses. Donc, j'ai monté un meet-up à Lyon sur l'intelligence artificielle, qui aujourd'hui est une des grosses communautés tech à Lyon. C'est un peu plus de 3500 personnes. J'ai créé une asso avec la métropole et avec d'autres acteurs de l'IA pour faire de l'éthique de l'IA, qui s'appelle Lyon is AI. Et puis j'ai commencé à donner plein de conférences et à faire des recherches indépendantes, surtout au départ, sur la question, pour réunir mes deux mondes, de l'IA et de la créativité. Comment l'IA peut augmenter la créativité humaine et aussi est-ce qu'on peut simuler les processus créatifs dans le logiciels. Des questions qui me passionnent toujours et qui m'ont amené donc ces derniers temps à ajouter une dimension à ma casquette IA, puisque un éditeur m'a proposé d'écrire et donc là, dans 3 semaines, sort mon premier bouquin qui s'appelle Hypercréation sur l'intelligence artificielle et la créativité. Voilà, une casquette entrepreneur et une casquette IA qui aujourd'hui est surtout représentée par de la recherche indépendante, des conférences que je donne un peu partout, grand public, entreprises, institutions, et un travail d'écriture et beaucoup de vulgarisation aussi, puisque le livre est grand public et vu ce qui se passe en ce moment dans l'IA, c'est très important de permettre au grand public d'aborder ce sujet. Et par la voie de la créativité, comme c'est plutôt fun, c'est un bon moyen d'intéresser les gens. Ok, cool, super intéressant. Je pense que du coup, la bonne question pour commencer, du coup, c'est d'aller plus en profondeur sur le sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la créativité, comment ça fonctionne? Et après, on parlera du coup de l'IA et de la créativité, mais d'introduire vraiment sur le sujet de la créativité. Ouais. Il y a plein de façons de voir la créativité, hein, et d'ailleurs, quand tu demandes à des gens je le fais souvent en conférence, je demande aux gens, avant de leur parler de la créativité, comment eux définiraient la créativité, et j'ai un panel de réponses super large, euh, ce qui est bien. Tu as des exemples enfin, dans le panel large de ce que les gens pensent de ce que c'est la créativité? Ouais, alors souvent les gens vont faire plutôt des associations d'idées. Il y en a, ils vont me dire ah c'est les imaginaires. Il y en a, ils vont me dire c'est lié à l'art. Il y en a, ils vont me dire ah c'est le fait d'inventer.
Donc souvent, ils vont rapprocher la créativité d'un autre mot qui, pour eux, dans leur univers mental, dans leur vecteur database à eux, est proche de la créativité. C'est très rare que quelqu'un soit capable, et je pense que je peux l'expliquer, mais c'est très rare que quelqu'un soit capable de me donner une définition vraiment de la créativité. Même quand je leur demande, ils vont plutôt me faire des associations d'idées plutôt que me donner une définition. Je pense que c'est très, c'est très contre-naturel pour notre civilisation de définir la créativité parce que historiquement, on a un rapport à la création qui est sacré. La création, au départ, avec un grand C, c'est l'acte divin. C'est le fiat lux, que la lumière soit et la lumière est, tu vois. On crée ex nihilo et c'est un pouvoir divin de faire apparaître du néant quelque chose. Et, euh, et quand un humain crée, initialement, il est censé créer pour représenter la grandeur de Dieu. Et il est simplement, enfin, il y a toute cette espèce de mythologie du créatif, du créateur, qui est insufflé d'un souffle divin, justement. Il y a les muses qui lui parlent, il est inspiré, et donc il est capable de créer grâce à ce que Dieu ou des muses divines déposent en lui. C'est un peu le mythe du poète, le mythe de l'artiste, tout ça. Ce qui est complètement faux, ce qui est un romantisme ridicule d'un point de vue rationnel, mais qui a fait l'histoire de la création et de la créativité. Donc, on a du mal à définir la créativité aussi parce qu'on a un rapport un peu sacré à ça. On a l'impression, d'un point de vue extérieur, surtout quand on ne se définit pas nous-mêmes comme étant créatifs, on a l'impression que la créativité, c'est un truc magique, mystique, c'est en claquant des doigts, tout d'un coup, l'inspiration vient, c'est Eureka, tu vois. Le mythe d'Eureka. Voilà, c'est incroyable, Je l'idée suis est frappé apparue. par la grâce divine et C'est exactement c'est ça. mon Voilà. génie apparaît. Le mot frapper, il est très bon. C'est voilà, ça vient de l'extérieur. C'est quelque chose qui me frappe et moi j'exprime ce qui m'a frappé. Donc, du coup, quand on est dans cette idée-là, en effet, définir la créativité, c'est compliqué. On peut pas, on n'a pas vraiment d'accroche rationnelle. Et donc, il y a eu tout un travail à partir du XXe siècle, en fait, c'est assez récent. Et le mot créativité, il faut savoir qu'il apparaît pour la première fois en France dans les années 50, et l'Académie française le reconnaît comme un mot en 76. Ok. Et C'est c'est quoi tout l'étymologie récent. du mot? De créativité, Ouais. bah, alors ça vient des États-Unis. Le mot est d'abord apparu aux États-Unis au début du XXe siècle, creativity. L'idée, enfin, ça reprend le terme creation, mais ça le met à la sauce d'un processus en fait. Ok. Créativité, rationalité, on est dans une logique de processus, de transformer l'acte de création en un processus créatif et de réfléchir comment ce processus se met en œuvre. Donc déjà, sémantiquement, quand le mot créativité apparaît, on est dans une rationalisation de la création, on essaye de comprendre quel est le processus qui aboutit à la création. Voilà, c'est pas une étymologie, comme c'est un mot récent, le mot a été forgé par l'usage avec cette collision entre l'idée de la création et d'un processus. Et donc il apparaît très tard, et le XXe siècle, il y a tout un effort pour essayer de comprendre rationnellement la créativité, avec le premier auteur qui a vraiment travaillé dessus dans son bouquin The Art of Food, c'est Graham Wallace, donc c'est un bouquin assez connu, qui est cool d'ailleurs, hein, je le recommande, qui dit plein de choses intéressantes sur la créativité, mais qui s'inspire surtout des discours de Poincaré, de Helmholtz, enfin des grands scientifiques qui racontent leur créativité à travers des récits autobiographiques en fait. Et donc, il va s'inspirer de ça pour décrire la créativité, mais il va faire une énorme place à l'inconscient. En fait, le moment où l'idée vient, il va le décrire comme un moment inconscient qu'on ne peut pas décrire. Donc, il le décrit comme quelque chose qu'on ne peut pas décrire. Donc, à cette époque-là, il met en place un processus créatif qui fait la part belle à une phase de préparation, d'incubation des idées, à toute cette logique vraiment de processus, mais il n'y a pas encore une description un peu rationnelle de comment le mécanisme s'opère dans un cerveau humain quand une idée émerge, quand une idée se forme. Une bonne idée. Donc il va falloir attendre quand même pas mal de temps avant qu'il y ait une science de la créativité vraiment formelle et rationnelle qui se déploie. Et ça va arriver. Alors, un des précurseurs, c'est Arthur Koestler, dans les années 70, avec son bouquin Le cri d'Archimède, et sa théorie de la dissociation, qui est une très jolie théorie, hein, c'est là aussi un très bon bouquin, on pourra en discuter plus tard. Et puis petit à petit, voilà, la psychologie va se mettre à étudier le sujet, les sciences cognitives et même l'informatique. Et aujourd'hui, le consensus qu'on a, notamment en psychologie de la créativité, c'est de décrire la créativité par le résultat. En fait, on dit que la créativité, c'est la capacité à réaliser une production, donc
déjà, c'est une production, c'est pas juste avoir des idées, il y a la matérialisation des idées. Donc c'est la capacité à réaliser une production qui soit neuve, évidemment, mais ça ne suffit pas, qui soit neuve, originale et adaptée. Parce que tu peux faire un truc neuf, genre tu prends un tableau de Dali, t'enlèves un petit coin de peinture, tu changes la couleur, bon bah t'as un nouveau tableau, mais c'est pas très créatif, t'as juste fait du plagiat. Donc il faut qu'il y ait un critère d'originalité qui éloigne la création de ce qui préexiste. Et puis tu peux inventer une fourchette à bourron, c'est juste absurde, ça marche pas. Donc c'est pas, si tu le vois comme une intention artistique de montrer l'absurde, etc., ça prend un sens dans un contexte culturel, mais en tant qu'objet fonctionnel, c'est pas créatif parce que ça fonctionne pas, t'as juste inventé un truc absurde. Ou alors si je te dis E égale MC3, bon, c'est pareil, c'est juste une équation absurde, t'es pas créatif en inventant une équation absurde, tout le monde peut le faire. Voilà, j'en crée une nouvelle, E égale MC pi. Voilà. Jamais personne n'a inventé cette équation, je l'invente, mais elle correspond à rien, donc elle n'est pas adaptée. Donc il y a ces deux critères, l'originalité et l'adaptation d'une nouveauté, qui font que la production est créative. Et toute la difficulté d'un processus créatif, ça va être d'arriver à marier ces deux aspects d'originalité et d'adaptation. Parce que pour qu'une création soit originale, tu dois t'éloigner de l'existant, donc remettre en cause des acquis culturels, être capable de ne pas suivre la norme. Et en même temps, pour que ça soit adapté, tu as tout intérêt à te rapprocher de l'existant, de ce qui a déjà fonctionné. Si tu t'éloignes trop, tu as des chances de tomber dans l'absurde. Donc, il faut arriver à faire s'accoupler d'une certaine façon ces deux logiques disruptives d'éloignement de l'existant et dérivatives qui s'inspirent de l'existant pour construire sur les épaules des géants précédents et pour pas réinventer la poudre ou tomber dans l'absurde. Donc, un processus, enfin, la créativité, c'est vraiment la capacité à faire s'enlacer ces deux dimensions, à être capable, et c'est pour ça que, par exemple, on ne crée pas sans connaissance, on ne crée pas de façon créative sans connaissance. Un enfant, ok, il est créatif parce qu'il fait des dessins dans tous les sens, en bordel, mais c'est pas vraiment créatif, c'est pas adapté. On a besoin de connaissances préalables pour pouvoir s'inspirer de ce qui existe et pouvoir construire par-dessus. Mais il faut avoir un espèce d'esprit un peu rebelle, peut-être, et c'est pour ça que les grands créatifs, c'est souvent assez jeunes qui vont faire leurs grandes découvertes, créations, inventions. Euh, Genre Einstein, Picasso, c'est relativement jeune qu'ils inventent des choses très disruptives. Euh, il faut avoir peut-être un peu d'esprit rebelle pour essayer de s'éloigner de l'existant. Donc ça, c'est vraiment la définition actuelle qu'on a de la créativité. Et donc, pour arriver à faire des productions qui soient neuves, originales et adaptées, ben, il y a des processus qui facilitent l'émergence de ce type de production et des processus qui ne le facilitent pas. Dans un processus, par exemple, l'utilisation d'un peu de hasard va permettre de s'éloigner de l'existant et va souvent faciliter ça, faciliter le côté disruptif. En effet, la mobilisation de connaissances antérieures, donc c'est un peu les théories de Arthur Koestler autour de la dissociation. La dissociation, pour lui, c'est connecter des matrices, des choses qui se rencontrent rarement, qui sont très éloignées dans le champ de la culture humaine. C'est l'architecte Le Corbusier, pardon. Le Corbusier qui, quand il fait la chapelle Ronchamp, il se demande un peu comment il pourrait être original pour cette chapelle, comment il pourrait réinventer une forme très originale tout en étant dans la continuité de ce qu'est une chapelle, qu'on reconnaisse une chapelle tout en étant très original parce que c'est un architecte très original. Et il se prend la tête comme ça, il ne sait pas trop où trouver une idée inspirante. Et en fait, un jour, il se balade sur la plage, il est tranquillement en balade, pas du tout en train de réfléchir à sa chapelle, et il tombe sur une coque de crabe qui est posée sur la plage. Alors le crabe est mort, c'est juste la coque, et il ramasse cette coque, et en fait, c'est un peu le déclic en lui. Il y a une dissociation qui se fait entre son problème de faire une chapelle originale et cette coque-là. Il réunit deux matrices qui se rencontrent rarement, les chapelles et les crabes, et du coup, il va faire une chapelle dont tout le dôme est inspiré de la forme d'un crabe. Donc ce mécanisme de dissociation, tu vois, montre qu'en fait, il n'y a pas de création ex nihilo. C'est à un moment le cerveau qui va être capable de réunir des choses qui se rencontrent rarement. Donc voilà, il y a un aspect de la créativité qui est la production finale, nouvelle, originale et adaptée. Et comment on y arrive? On s'inspire de connaissances existantes, si possible très éloignées, qu'on va rapprocher à un moment donné de façon pertinente et de façon, voilà, personne n'avait encore vu ce rapprochement comme étant possible. Et ce rapprochement-là va donner lieu à une nouvelle façon de voir un sujet. Super intéressant. Ça résonne pas mal, moi, avec ce que j'avais appris au conservatoire sur l'histoire du jazz, où dans les années 50, typiquement, en fait le jazz, disons jusqu'aux années fin 40, 50, l'histoire est assez linéaire, donc tu as
plutôt le swing dans les années 20. Ensuite, tu as le swing avec les grands orchestres, les big bands. Ensuite, tu as le bebop. Donc là, c'est en fait, tu reprends un peu les codes des grands big bands, mais en poussant plus loin certains concepts de construction de phrases et d'harmonie en allant chercher plus loin. Et après, en fait, à partir des années 50, tu as les premières explorations avec les musiques qui sont un peu extérieures, donc du coup, aux Amériques, notamment avec l'Amérique du Sud, où tu as les premiers morceaux un peu salsa. Enfin, ça commence un peu dans le bebop. Euh, le premier précurseur, c'était Duke Ellington par rapport à un morceau qui s'appelle Caravan. C'est ce qu'on appelle modal, t'as qu'un seul accord pendant 16 mesures et ça n'existait pas tellement à l'époque. Et après, dans les années 50, donc tu as l'arrivée du jazz modal avec Miles Davis, donc pareil, deux accords sur le morceau, ça n'existait pas. Et là où ça rejoint beaucoup ce que tu dis, c'est surtout avec l'arrivée du free jazz, avec par exemple John Coltrane et Cecil Taylor, où John Coltrane, en fait, toute son innovation, elle est venue où avant on avait une conception de l'harmonie par tiers, c'est une échelle de son, pour ceux qui ne connaissent pas. Et après, Louis Coltrane a conçu ça avec des cartes, et en fait il s'est rendu compte que si tu conçois l'harmonie avec des cartes, donc ça venait d'écrits de théorie en classique, en fait tu pouvais appliquer donc, ce qui existait avec certaines théories d'harmonie aux cartes et inventer un nouvel univers. Et quand tu écoutes la musique de Coltrane, dans le jazz, il y a vraiment un avant et un après Coltrane. Quoi. Et tu as également Cecil Taylor, donc ça, c'est un pianiste de jazz, où je crois qu'il a un peu travaillé avec Ornette Coleman, où c'est vraiment une autre branche du free jazz, où lui, en fait, son inspiration, c'était Schoenberg. Et du coup, Schoenberg, c'est encore une conception complètement différente de l'harmonie avec le sérialisme, des accords vraiment extrêmement dissonants, des recherches de sonorité, et aussi un peu avec Messiaen qui arrive dans les années 60. Et c'est vrai que, ouais, donc du coup, ça, ces processus-là, c'est ce qu'on pourrait euh, dire, c'est de la bisocialité, c'est ça? Dissociation. Ouais, Comme association, mais parce que dissociation. tu associes deux choses Ok. éloignées. J'aime beaucoup cet exemple là que tu me donnais avec les cartes, etc. Donc là, on est typiquement en effet dans un exemple de dissociation où tu as un genre musical, quelque chose qui est appliqué à un autre genre musical. Tout d'un coup, tu prends ce quelque chose, tu l'appliques au genre musical 1 et des nouvelles possibilités apparaissent. Du coup, en effet, jamais personne n'avait pensé à faire ce rapprochement. Les deux choses préexistaient pourtant. Et il y a tout un champ créatif qui s'ouvre. Il faudra que tu me le redonnes précisément. Je pense que je Ouais, l'utiliserai. ouais, mais enfin, vraiment, c'est fascinant. Quand tu écoutes, je crois, le premier album de Coltrane où ça shift, c'est 58. Et après, bah, le vrai gros album qui a marqué l'histoire, c'est A Love Supreme. Ok. C'est un monument. Enfin, là, je l'ai réécouté cette semaine. C'est c'est incroyable. En plus, l'histoire de l'album est trop bien. C'est en fait donc Coltrane, il était avec sa deuxième femme, Alice Coltrane, et il avait, je crois, six enfants, un truc comme ça. Ils avaient une maison. Et pour écrire Love Supreme, il s'est enfermé pendant 6 mois dans son grenier. Et en fait, sa femme, elle expliquait, il redescendait que pour aller manger ou boire. Et sinon, il était dans son grenier en train d'écrire. Il a fait ça pendant 6 mois. Et en fait, et quand il a fini, il a descendu, il dit c'est bon, j'écris la plus belle musique qui a jamais existé. Ouais, enfin, l'histoire, c'est ça. Et ouais, Love Supreme, c'est. Ouais, franchement, dans l'histoire du jazz, c'est monumental. Parce que ce qui est incroyable, c'est que justement, tu as ce truc de dissociation. Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est à quel point il a réussi à pousser rapidement ces nouveaux concepts dans sa musique. Et à quel point, en fait, même depuis ce moment-là, je trouve, t'as pas de vraie grosse nouveauté. Ok. La dernière grosse nouveauté, je dirais que c'est Brad Meldo avec, où il a réintroduit le contrepoint. En fait, typiquement, le jazz, c'était un peu toujours les mêmes structures. Donc, tu as une mélodie, tu as des accords, donc tu as un bloc harmonique avec plusieurs notes, la mélodie au-dessus, une basse, la batterie derrière qui fait un rythme. Et globalement, ça, c'est tout le jazz du XXe siècle. Globalement, c'est ça. Tu as quelques expérimentations justement dans le free jazz, mais typiquement celui qui a vraiment été créatif là-dessus, c'est Brad Meldo, parce qu'en fait, lui, il a aussi réintroduit la pop. Ok. Par exemple, il a fait un album sur les Beatles en piano solo, et où il a réintroduit le contrepoint. Donc le contrepoint, c'est jouer plusieurs voix en même temps. Et quand tu écoutes sa musique, tu as, des morceaux de lui où il est en trio, et où il joue trop quatre voix en même temps sur son piano en plus et avec le swing et en mélangeant tout ce truc là et ça avait jamais été fait. Tu vois, c'est pareil. Là, il est parti d'une base qui était le jazz de son époque et il a dissocié ça avec le contrepoint, avec la musique pop. Alors, tu peux faire cette dissociation et que donc ça soit original, mais que ça soit pas du tout adapté si tu fais un truc qui sonne super mal. Par contre, lui, a priori, vu son succès,
il a fait quelque chose qui sonne bien, il a réussi à faire cette association-là de façon pertinente, pas juste de façon originale. Donc c'était original et adapté, et du coup, bah, ça fait un acte créatif qui est fondateur d'un genre important. Ouais, c'est marrant parce que c'est vrai que quand tu analyses, enfin, moi je prends ça sur le spectre du jazz parce que c'est l'histoire que je connais le mieux au niveau créatif. Tous les grands, il y a ce truc-là. Tu vois, par exemple, Keith Jarrett, tu peux te dire, ah ok, c'est juste une, euh, une prolongation, donc c'est un pianiste. Et lui, en fait, ce qu'il a introduit, c'est le côté folk dans le phrasé, où il a une façon de jouer ses phrases, où tu as des phrases, c'est presque de la pop. Dans comment il la joue, ça sonne un peu comme de la pop, et du coup, c'est ça qui fait que tu as eu, je pense, ce succès-là. Quand tu écoutes, par exemple, quand il joue les trios avec, enfin, les standards avec son trio, tu as vraiment ce côté ultra pop Ouais. qui revient par moment. C'est assez intéressant parce que dans l'histoire des idées, en Occident, c'est quand même ce que je connais le mieux, et je ne m'avancerai pas trop sur d'autres cultures, mais en Occident, dans l'histoire des idées, tu as une période Moyen-Âge jusqu'à là. Alors, tu as une période évidemment c'est-à-dire, antique, avec une créativité, enfin, plein de fondamentaux qui ont été posés sur l'histoire des idées, mais c'est plus difficile d'analyser cette période-là. En tout cas, tu as une histoire du Moyen-Âge qui est plutôt stable, où en effet, créer quelque chose de trop neuf, c'est remettre en cause l'ordre divin, donc c'est mal, c'est perçu comme quelque chose de blasphématoire, donc on ne crée que dans les formes préexistantes qui ont été prédéfinies par Dieu, c'est-à-dire par l'Église. Euh, donc, tu as une créativité qui est limitée à l'intérieur de ces spectres-là. La Renaissance, tu as une première libération, euh, et surtout, tu vas avoir une énorme libération au XXe siècle, avec au XXe siècle une recherche absolue en créativité de casser des barrières existantes. Donc, en sciences, ça va être le cas. Tu vas avoir plein de nouvelles façons de voir le monde. Alors, c'est notamment la physique quantique, la relativité, etc., qui vont venir casser certains des paradigmes très forts qu'on avait, certaines des contraintes qu'on s'était mis dans la physique de Newton, des questions de référentiel qui est le référentiel de Galilée, ben, tu fais péter ce référentiel et tu mets un référentiel encore plus souple qui permet encore plus de symétrie et de vision différente du réel. Attends, je te coupe parce que j'ai une idée là, mais du coup, tu as la dissociation, et là tu parles de faire péter un cadre. Ouais. Est-ce que. Je vais connecter les deux. Ouais, ok. euh, parce que je pense que c'est assez culturel en fait. On a eu besoin, à un moment, on a mis beaucoup de carcans sur notre société. On a eu besoin, en sciences, là je donnais l'exemple, mais en art aussi, l'acte fondateur de l'impressionnisme, l'acte fondateur de Dada, l'acte fondateur du cubisme, c'est à chaque fois la volonté de remettre en cause quelque chose qu'on croyait absolu. Et la photographie a beaucoup aidé à ça. Hein. Quand on a commencé à faire des photographies, l'artiste peintre n'avait plus besoin uniquement de représenter le réel. Et sa technicité à représenter le réel était commoditisée par l'arrivée de la photo. Donc il était libre d'explorer plus largement l'art pictural. Et donc c'est là que, d'une certaine façon, a pu naître une grosse créativité avec l'impressionnisme, l'expressionnisme, Dada, le cubisme, ensuite l'art abstrait, l'art des choses comme l'absolutisme, etc. Mais quand tu regardes par exemple l'histoire de Picasso, toute son œuvre, toute sa création du cubisme, c'est quoi? C'est je veux faire péter quelque chose qui est considéré bourgeoisement comme un absolu de la peinture. Et du coup, ce qu'il va choisir de faire péter à un moment, c'est la perspective. Je mets un visage dans les deux sens à la fois et je fais un gros fuck à la bourgeoisie. C'est pas que ça. Et l'acte qui lui permet de faire ça, au départ, c'est une dissociation. Là aussi, c'est la rencontre avec l'art africain. Il rencontre l'art africain au musée du Trocadéro. Il se rend compte de l'espèce d'aspect magique. Les gens ne sont pas en train de représenter le réel, ils sont en train de représenter ce qu'ils perçoivent du réel, très très différent. Et il se dit, putain, là, l'art africain n'est pas du tout primitif. Au contraire, il touche quelque chose du réel beaucoup plus directement que l'art bourgeois occidental. Donc, il va utiliser ces codes-là pour créer les Demoiselles d'Avignon, etc., et inventer le cubisme. Donc il y a une dissociation. Mais dans le 19e et 20e siècle, il y a vraiment une espèce de volonté de casser certains des codes, faire péter des paradigmes. On a besoin de dissociation pour faire ça, mais c'est ça le moteur un peu des grandes créations. Et quand on regarde la fin du 20e siècle, l'ère, on va dire, postmoderne, et le début du 21e siècle, c'est comme si au 20e siècle, on avait un peu posé toutes les bases fondamentales et on sait plus, on n'a plus rien à faire péter. On a tout fait péter, tu vois. Genre, en art aujourd'hui, c'est difficile de trouver encore une norme que tu puisses faire péter, tu vois. Enfin, il y en a, hein, mais c'est pas facile de les trouver. Donc, on se rend compte que dans beaucoup d'art et dans beaucoup de champs créatifs,
vont se développer des arts fondés sur le sampling, sur le fait de prendre explicitement des bouts qui existent et de les mélanger explicitement. On n'est pas en train d'essayer de faire péter un cadre, on est en train justement de rationaliser la dissociation en cherchant à aller sampler des choses qui sont rarement mises ensemble. Pour moi, c'est presque une des définitions de l'époque postmoderne, c'est son rapport à la créativité, qui est plus un rapport à la destruction. D'ailleurs, même en économie, hein, au XXe siècle, enfin, début du XXe siècle, Schumpeter, c'est la destruction créatrice. Tu as besoin de détruire quelque chose pour créer un nouveau paradigme. Tu as besoin de casser un paradigme existant, de casser une représentation du réel existante pour inventer une nouvelle. En effet, la plupart des grandes créations à cette époque, c'est ça. Et puis, fin du XXe, début du XXIe siècle, le rapport à la créativité est beaucoup moins celui de la destruction créatrice que celui de la disruption par la connexion de choses très éloignées. Et c'est assez dingue. On l'a en art avec l'apparition du hip-hop, avec le sampling. Le jazz, déjà, a en effet énormément cette idée. D'ailleurs, une grosse partie du rap et du hip-hop est inspirée par le blues et le jazz. Et tu l'as énormément en peinture. On invente le collage au XXe siècle. C'est quand même un des arts du sampling absolu. Et en économie, tu l'as de plus en plus avec plein de méthodologies de créativité et d'innovation qui vont apparaître pour essayer de faire ce qu'on appelle de la concaténation, souvent, aller prendre un élément d'une économie et l'appliquer à une autre. Okay, je suis Dyson, je veux créer un aspirateur innovant, je vais trouver dans les scieries et dans les mécanismes d'aspiration des sciures et de la peinture, des jets de peinture dans les ateliers de peinture. Donc je vais chercher dans des domaines très éloignés comment faire des mécanismes d'aspiration qui me permettent de créer l'aspirateur sans sac. Donc, on va avoir beaucoup plus, à la fin du XXe et début du XXIe siècle, ce rapport explicite à la dissociation et à aller. Enfin, on ne sait plus trop quoi casser comme cadre, alors on va chercher des choses éloignées pour les mixer. Ce qu'on faisait déjà pour casser des cadres avant, mais l'intention n'était pas la même. Pour moi, c'est un espèce de switch au XXe siècle comme ça qui se déroule. Avant, on créait dans les formes existantes. Au début, enfin, 19e et début du XXe, on créait pour détruire des paradigmes et libérer du coup. On détruit un paradigme, on libère les possibles. Et fin du XXe, début du XXIe siècle, on a un peu tout fait péter. Et donc maintenant, on est dans le patchwork, on chope des trucs partout, on essaie de les mixer d'une nouvelle façon, en espérant que ça marche. Et c'est ça un peu l'effet wow. Ok, c'est intéressant. Mais du coup, ça veut dire que, enfin, dans un certain sens, on a un petit peu pas fait tout ce qu'il y avait à faire, mais conceptuellement, qu'on avait fait un peu le gros du chemin. À toutes les époques, on s'est dit ça. Ouais. Donc, je suis très méfiant. Tu vois, notamment en sciences, on sait on n'est pas du tout au bout de notre compréhension du réel. On a posé des pierres très importantes, mais il n'est pas du tout impossible que dans les 20 prochaines années, la physique quantique et la relativité soient rendues obsolètes par une nouvelle théorie des cordes, théorie de la gravité quantique à boucle, des choses comme ça, qui permettent de les réunir, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas les réunir, il y a une aporie. Donc, il n'est pas du tout impossible qu'on ait une nouvelle conceptualisation en sciences qui apparaisse. Il n'est pas impossible qu'avec l'IA, en art, on ait toute une nouvelle conceptualisation artistique qui apparaisse et qu'on remette en cause complètement notre conception de l'art et qu'on ait vraiment des choses fondamentalement différentes qui apparaissent. Mais il est vrai que, notamment, si on parle de l'IA, la plupart des algorithmes modernes d'IA et connus sont des algorithmes fondés sur le deep learning, donc qui apprennent à partir de la donnée, et donc qui sont dans des interpolations qui peuvent être extrêmement riches, mais qui vont plus souvent être dans l'interpolation des données existantes que dans essayer de casser des cadres. Donc j'ai tendance à croire et je me trompe sûrement, parce qu'on se trompe toujours quand on parle de l'avenir, mais j'ai tendance, en regardant un peu le mouvement de l'histoire, à me dire qu'en effet, à part en sciences où on a encore quelques grosses ruptures là à faire très bientôt ou pas d'ailleurs, mais on peut supposer qu'on avance dans le bon sens, qu'il y a une partie des champs créatifs, notamment en art, en économie, etc., où on a quand même cassé les barrières principales et où les prochaines décennies vont beaucoup être polarisées par le fait d'interpoler. Mais je me trompe peut-être. Ah ouais. Ah bah, parce que, Et l'interpolation peut donner des trucs radicalement neufs. Hein. parce que moi, de ma vision de l'histoire, c'est. En fait, j'ai l'impression que
au XXe siècle, on est passé un peu en mode start-up, on va dire. C'est-à-dire que on a une boule d'itération sur les paradigmes de la société qui sont beaucoup plus rapides que sur les 1000 dernières années. C'est-à-dire que tu n'avais pas un bloc monolithique de 200 ans. C'est que par exemple, si tu prends l'Europe, je crois qu'il y a eu trois républiques différentes. Et enfin, par exemple, en France, on a eu je ne sais pas combien d'États un peu de systèmes économiques qui ont changé plusieurs fois. Et du coup, j'ai l'impression qu'on commence petit à petit à tendre vers pas un optimal, mais un espèce d'équilibre qui est peut-être plus comment dire, solide que ce qu'on a connu avant. Ah ok. Moi j'ai tendance à croire que l'accélération de la vitesse du monde rend au contraire le monde beaucoup plus liquide, voire gazeux. C'est une Ok. expression de Zygmunt Bauman, un sociologue qui différencie la civilisation solide, liquide, gazeuse. Et, euh, et que voilà, cette accélération, au contraire, augmente la volatilité des phénomènes, augmente on va dire, la métastabilité de notre système et qui à tout moment menace de s'effondrer. Et on voit qu'actuellement, on n'est pas loin de l'effondrement. Et d'ailleurs, ça peut amener un champ créatif énorme. Si on est confronté à un effondrement écologique, on va devoir réinventer radicalement nos structures, nos valeurs, Ouais. etc. pour survivre. Donc, en effet, là, la contrainte externe peut nous amener à des réinventions très très profondes. L'IA peut nous amener à des réinventions très très profondes aussi, quand même. Moi, j'ai plutôt tendance à croire que la montée en rapidité de notre monde, qui est palpable et évidente, hein, et c'est une montée exponentielle, enfin, il suffit de regarder le domaine de l'IA en ce moment et la vitesse à laquelle il évolue pour se dire, bah, en 6 mois, à mon avis, il y a eu autant d'innovations dans le monde de l'IA qu'il y en a eu dans tout le XVIIe siècle réuni. C'est n'importe quoi. Euh, ça augmente plutôt l'instabilité et les risques de rupture, les risques ou les opportunités. Hein. Moi, je suis plutôt un optimiste, un Okay, ouais. positif. Même l'effondrement, pour moi, je le vis. Je serai parmi ceux qui en crèveront, mais je le vis comme un truc qui est une opportunité évolutionnaire pour l'être humain et pour s'améliorer. Ouais, je pense. Enfin, par exemple, tu vois, moi, je réfléchissais à le plastique. Finalement, tout est fait de plastique. Je veux dire, enfin, peut-être que je dis n'importe quoi, mais 80% des outils et des choses qu'on utilise, il y a du plastique dedans. Et le plastique est utilisé pour construire ça. Et je me dis, mais enfin, là, il y a une idée de multinationale incroyable à construire, à faire un concurrent du plastique. Enfin, Bah, il y a plein de tentatives et c'est des choses qui sont en cours. Hein. Euh, Est-ce que le problème, c'est plutôt les lobbies qui empêchent que ces solutions-là émergent, comme par exemple au niveau des énergies renouvelables, on sait que pour aller beaucoup plus vite, si les lobbies du pétrole ne bloquaient pas toutes les avancées, pareil dans la santé, dans la pharma, enfin, il y a plein de traitements qui n'avancent pas parce que les lobbies n'ont pas intérêt à ce que ça avance. Pour le plastique, à mon avis, on a ça aussi un peu, parce qu'on a des alternatives. Après, le plastique reste quand même un matériau très efficace hein. Pour beaucoup d'usages. Il est facile à mouler, il est résistant, il tient dans le temps, c'est d'ailleurs un problème. Euh, enfin, il n'est pas très cher à produire, il va le devenir si les hydrocarbures sont en grosse tension, mais c'est même pas sûr malheureusement. Voilà, enfin, à mon avis, les révolutions beaucoup plus proches, c'est celle sur les matériaux rares, les terres rares, pour tout ce qui est justement électronique, plus que le plastique. Là, on va avoir des soucis, c'est notre décennie. Notre décennie, les devices électroniques vont peut-être devenir une denrée très rare. Ou alors, il va falloir profondément réinventer la façon dont on fait l'électronique. c'est un super point de transition parce que j'avais fait des thèses justement avec GPT-4 à sa sortie pour donc l'innovation. Et ça fait un bon point de transition sur comment l'IA va améliorer notre créativité et pas la tuer. Euh, où je lui avais posé le problème des métaux rares dans les panneaux solaires. Et bon, alors je sais pas s'il a halluciné ou quoi, mais la piste que j'avais trouvée super intéressante, c'est qu'en fait, donc j'ai plus les noms des métaux rares qui sont dans les panneaux solaires, mais lui, ce qu'il avait trouvé, c'est un système biologique, en fait, qui capte la lumière et qui retranscrit ça en énergie. Ça s'appelle la photosynthèse. Ouais, voilà. Mais vraiment, en fait, que tu remplaces tous les métaux rares du panneau solaire par ce genre Ouais, de truc.
Et je m'étais dit, waouh, c'est une super. Ouais, Enfin, ouais, c'est intéressant comme c'est idée, une quoi. belle idée, elle est explorée. J'ai un ami qui a monté une boîte sur le biomimétisme, qui accompagne des entreprises à monter des projets grâce au biomimétisme. Donc, s'inspirer de la nature qui a 4 milliards d'années de R&D derrière elle pour faire des systèmes technologiques plus efficients, plus pertinents, plus innovants, etc. Et il m'a parlé une fois de ce sujet-là, donc de l'utilisation de la photosynthèse pour capter l'énergie. Et en fait, le problème, il est complètement à revers. C'est-à-dire que la photosynthèse permet de capter de l'énergie, mais c'est infinitésimal par rapport à des panneaux solaires et les métaux qu'on est capable de mettre en œuvre. Donc, tant qu'on reste dans un système qui a besoin d'autant d'énergie pour fonctionner, la photosynthèse n'a aucune chance. Il faudrait en gros avoir 15 planètes Terre couvertes de panneaux Ouais. photovoltaïques à fonctionnement du coup photosynthétique pour alimenter un pays, quoi. Enfin, je dis peut-être n'importe quoi sur l'ordre d'idée, mais c'est pour donner un feeling. C'est pas du tout, ça permet pas du tout un rendement suffisant. Donc, personnellement, hein, c'est pas du tout le sujet de ce podcast, mais sur l'énergie, moi je suis absolument convaincu que notre seul avenir possible, c'est la fusion nucléaire, qui est propre, qui est quasiment infinie, qui est, quand on aura un bon développement technologique dessus, a priori accessible à tous. Et l'avenir énergétique de notre monde, si on veut en tout cas continuer à avoir un système qui se développe et qui fait de la croissance, c'est la fusion nucléaire, il n'y a, pas à chier. Mais par contre, il y a encore des barrières d'ordre scientifique, technologique pour arriver à faire fonctionner ces réacteurs nucléaires. Et donc, pour l'instant, on n'y est pas. Les énergies renouvelables, pour moi, elles feront partie du mix, mais les énergies renouvelables n'ont pas suffisamment de rendement aujourd'hui. Et clairement, des inspirations comme la photosynthèse sont, si je le comprends bien en tout cas, parce que je ne suis pas un expert du sujet non plus, mais des très belles idées sur le principe, parce qu'on se dit la nature fonctionne comme ça fait grandir des plantes, etc. Mais regarde combien de temps met un arbre à pousser. En fait, c'est super lent la nature. Et a raison, parce qu'il n'y a pas la culture technologique que nous on a. Encore une fois, on fait partie d'un mouvement d'accélération du monde, et donc on ne peut pas en fait s'appuyer sur les solutions de la nature dans une logique d'accélération. Parce qu'elle n'a pas eu besoin de trouver des solutions beaucoup plus rapides que la photosynthèse, qui est ultra efficace quant à l'efficience d'un organisme et le temps long d'un organisme. Mais dès que tu veux être sur un développement exponentiel d'un système humain, la photosynthèse. Ouais. Mais l'idée est jolie. Ouais, ok. Non, mais enfin, bah, merci d'avoir un tour parce que justement, j'avais fait une vidéo où je montrais cette idée. S'il y a quelqu'un qui s'y connaît en panneau solaire, moi j'y connais rien, je trouve l'idée super, super intéressante. Mais ouais, ouais, maintenant que tu dis, ouais, ouais, c'est probable que c'était pas ouais, le même retour en fait. Ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Il y a une source d'énergie qui est beaucoup explorée en ce moment et que je trouve assez dingue, c'est les forces des marées. Ouais. En fait, utiliser la force gravitationnelle de la Lune à travers les marées. C'est la deuxième. En fait, j'avais vu une vidéo bah, justement sur l'effondrement de la société à cause de l'énergie. Et moi, un truc qui m'avait choqué, donc le mec disait ouais, on va plus avoir d'énergie, machin. Et donc il dit parce qu'en fait le TRE, alors je crois que c'est TRE, donc le taux de retour énergétique d'une unité de pétrole, il me semble qu'en 1980 ça devait être 1 pour 30, c'est-à-dire que tu mettais un baril, tu avais 30 barils. Et là maintenant on est à 1 pour 12. Et en fait ce truc-là est en train de chuter. Bah, vu que de toute façon c'est une ressource qui est finie, de toute façon on va arriver à zéro. Et il montre un tableau et à la force des marées, c'est 1 pour 30. Et je me dis, faut foncer là-dedans, quoi. Je veux dire, 1%. Et une centrale nucléaire, à l'heure actuelle, c'est 1 pour 50. Ouais. Et je veux dire, 1%, c'est énorme, quoi. Enfin, c'est colossal Ouais, non, comme retour, c'est incroyable. Et l'énergie des marées, c'est un vrai truc. et c'est, je veux dire, c'est infini, t'as pas besoin d'apport de ressources. Je veux dire, enfin, à moins qu'on vole la Lune, mais a priori, c'est mal barré, quoi. Mais On a quelques milliards d'années devant nous avant ouais, que la Lune sorte de son orbite. je veux dire, enfin, on attend de revenir, quoi. Mais je me dis, ouais, 1%, c'est titanesque, quoi, comme retour énergétique. Tu parlais tout à l'heure de la question de l'IA qui augmente la créativité humaine. Ouais. Pour recentrer sur l'IA. Ouais, bien sûr. Alors moi, encore une fois, je suis un optimiste. Hein, donc, je suis plutôt enthousiaste par rapport à toute la révolution actuelle de l'IA. Il y a évidemment des risques, des dangers. On voit avec les IA génératives tous les deepfakes. Il
y a plein de questions sur l'emploi, sur la société, sur la vitesse à laquelle ça se développe, bref, tous les enjeux éthiques, on pourra potentiellement en reparler. Mais sur la question de la créativité, donc, moi, dans mon livre Hypercréation, bon, je délimite 3 types de ce que j'appelle des creative borg, c'est les cyborgs, mais je réinvente le terme cyborg, c'est C-borg, pour creative borg. Et j'essaye de tirer une typologie des cyborgs, et donc j'en délimite 3 types. Il y a tout ce qu'on connaît aujourd'hui avec les IA génératives et certains autres types d'algorithmes qui sont ce que j'appelle les cyborgs contrôlables. C'est nous qui leur demandons quoi créer et ils le créent. Donc là, c'est des outils au service de la créativité humaine et honnêtement, de toutes mes explorations actuelles artistiques, en partie scientifiques et business, innovation, la, la capacité à augmenter la créativité humaine est complètement dingue. Par contre, ça ne veut pas dire que n'importe qui peut être créatif. Euh, c'est que ces types d'IA, en fait, on dit qu'elles sont génératives et pas créatives, c'est pas pour rien. Elles génèrent du contenu, elles sont très bonnes pour créer, pas pour être créatives. Et dans la créativité, tu as la partie à un moment de production de ton résultat original adapté et nouveau, mais tu ne peux faire cette production de façon efficace, tu peux créer quelque chose qui est nouveau, original, adapté, que si tu as eu tout un processus d'élaboration de cette idée et d'élaboration qui passe par, je vais dire, un travail qui peut être tout à fait heureux. Hein, mais... La partie préparation, donc, du coup, c'est un peu toute la partie dissociation. Alors, où tu vas pas forcément. mixer les idées ou d'ingurgiter des concepts afin de pouvoir les maîtriser et les transmettre à l'IA, ça. Il y a plein de façons de faire cette élaboration créative, mais en fait, c'est une phase vraiment de préparation où tu explores ton sujet. Donc, si tu es en mathématiques, tu essayes de résoudre le problème, l'équation que tu es en train d'essayer de résoudre, tu essayes de trouver la formulation mathématique. Si tu es en train de créer une œuvre d'art, tu explores plein de possibilités pour concevoir ton dispositif, etc. Donc tu es dans une phase vraiment d'exploration très large. Et en fait, cette phase d'exploration prépare ton cerveau à être complètement connecté à ton sujet et donc prépare ton cerveau à être capable de faire des dissociations. Tu es tellement obsédé par ton sujet que tu vois tout le réel à travers le filtre de ton sujet. Et donc, quand tu rencontres un objet dans le monde extérieur, la coque d'un crabe, au lieu de passer sur la coque du crabe et de ne pas la voir, le Corbusier voit la coque du crabe et tout de suite connecte avec son problème parce qu'il est obsédé de ce problème-là. S'il n'était pas obsédé de ce problème-là, il serait passé à côté de la coque du crabe, c'est une coque de crabe, il n'aurait pas fait de dissociation. Donc en fait, la dissociation, c'est ce moment eureka. C'est en effet un moment où il y a une connexion qui se fait, mais pour que cette connexion se fasse, il y a besoin de toute cette phase de préparation qui te rend obsédé de ton problème. Et à un moment, à travers cette obsession, tu vas être capable de connecter avec quelque chose d'original. Donc, cette phase d'élaboration, elle doit préexister à l'acte créatif en lui-même. Et une IA ne fait pas ce travail d'élaboration. Elle, par contre, elle est capable de t'aider à faire des associations longue distance. Moi, j'ai fait du prompt engineering pour ça, pour t'aider à aller trouver des inspirations lointaines. Elle peut te renvoyer plein de choses. Par exemple, j'ai écrit une petite BD où j'ai commencé par imaginer un scénario. J'ai commencé à demander à Midjourney de me faire les images. Et moi, je faisais le texte. Et en fait, évidemment, Midjourney ne me faisait pas les images que j'avais en tête. C'est logique, c'est statistique. Mais du coup, ça m'obligeait, moi, à adapter mon histoire aux images que l'IA me renvoyait, et donc à réfléchir à des nouvelles idées, à aller demander à l'IA une nouvelle image, à modifier mon scénario en conséquence, et à rentrer dans un dialogue créatif avec l'algorithme ultra riche. J'ai passé une journée, bon, j'en aurais passé peut-être 6 si j'avais dû faire la BD par moi-même, j'ai passé qu'une journée, c'est très bien, mais j'ai quand même passé une journée avec tout un travail d'élaboration par ce dialogue créatif. Mon scénario à la fin n'a plus rien à voir avec le scénario que j'avais imaginé au début, il est 1000 fois mieux parce que j'ai passé du temps et qu'à travers le temps d'élaboration, j'ai eu plein de petites associations. Alors, j'ai pas eu une association géniale qui change le monde, c'est une petite BD, mais j'ai eu plein d'associations beaucoup plus originales que les associations basiques que j'avais eues au début. La première intention, en fait, la distance entre la première intention et la création, c'est un travail. C'est une phase d'élaboration et il y a un travail. Si tu crois que l'IA, pas toi, si on croit que l'IA permet de passer directement de l'intention à la création, bah, en fait, tu ne penses pas à la créativité. Quand tu passes de l'intention à la création directement, tu n'as pas une phase d'élaboration qui te permet de faire des associations originales. Tu es dans les prismes de pensée habituels, premiers, qui sont donc partagés un peu par tous. Qui sont au milieu de la courbe de Gauss, si tu veux, donc tu n'es pas très original. Et donc, tu peux créer quelque chose, mais pas quelque chose de créatif. Donc, les IA génératives,
ces cyborgs de type 1, ces cyborgs contrôlables, ils rendent la production beaucoup plus simple, c'est-à-dire que n'importe qui peut faire des très belles images, peut faire une musique réussie, peut faire une vidéo sans savoir monter. Ça commoditise la technicité créative, mais pas du tout l'élaboration créative. Au contraire, ça donne un nouveau champ absolument génial pour rentrer dans des dialogues créatifs et élaborer et avoir des occasions de dissociation bien plus larges parce que justement, tu peux demander à ChatGPT de trouver des sources d'inspiration les plus éloignées possibles de ton sujet et ça te donne des nouvelles idées, etc. Donc, moi, je m'en sers énormément et pour ça, ces IA-là sont une ouverture créative incroyable. Le syndrome de la feuille blanche ne peut plus exister. Tu dis à ChatGPT que tu as la feuille blanche par rapport à ton sujet et tu lui demandes des sources d'inspiration et paf, ça lance la machine et après, tu rentres dans un dialogue et tu es dans l'élaboration et c'est parti. Comme en effet, le syndrome de la feuille blanche, c'est quand on est tout seul devant sa feuille et qu'on tourne en boucle sur ses idées habituelles et qu'on n'arrive pas à faire d'élaboration justement et de sortir de son champ. Avec ces IA, sortir de son champ C'est super simple. voilà, super simple. Donc tout le monde peut créer, mais tout le monde ne peut pas être créatif. Ça demande quand même de savoir rentrer dans des mécanismes d'élaboration et dans ces mécanismes-là, de connecter les points et de savoir faire ce travail. Premier type de cyborg, elles augmentent la créativité humaine, mais elles ne la remplacent pas du tout. C'est une nouvelle extension de notre capacité à élaborer des idées originales et ensuite à les faire passer à la matière. Donc c'est vraiment un outil d'augmentation de tout le processus créatif. Après, j'ai un deuxième type de cyborgs qui sont les cyborgs que j'appelle orientables. Tu peux plus leur dire quoi créer, mais tu peux leur dire dans quelle direction créer. Et eux, ils sont... c'est radical en fait l'impact qu'ils ont sur la société. L'exemple qui ouvre un peu le livre, c'est celui d'AlphaGo. AlphaGo, donc un algorithme joueur de Go qui a battu Lee Sedol en 2016. Donc qui bat Lee Sedol, un des meilleurs joueurs du monde, peut-être le meilleur à cette époque-là, et qui est reconnu comme étant très créatif d'ailleurs. Et en fait, à la deuxième partie, donc c'est un tournoi de Go, ça se fait en 5 parties. À la deuxième partie, il y a un événement assez incroyable qui se passe. Je crois que c'est le 37e coup. Donc, Lee pose le 36e coup sur le plateau de Go. Donc, un plateau de Go, hein, c'est un espèce de quadrillage. Et le Go, c'est un jeu qui, si on veut faire un parallèle, un peu comme les échecs, en réalité beaucoup plus vaste et complexe que les échecs, mais qui peut être associé. Donc, Lee pose le 36e coup et va fumer. Parce qu'une partie de Go, ça peut durer 4-5 heures, donc tu as le droit de sortir fumer pour te détendre. Tu as ton horloge qui tourne, mais tu as tout à fait le droit. Donc, il sort fumer. Et pendant qu'il est sorti fumer, je ne sais pas pourquoi il est allé fumer à ce moment-là, coïncidence de l'histoire, il y a l'algorithme qui va poser le 37e coup. Et donc, tu as des commentateurs qui sont à la télé et à côté, et qui ont un grand plateau de Go, et qui posent les coups et qui commentent les coups, comme on a en effet aux échecs ou à n'importe quel jeu de plateau. Et parmi ces commentateurs, tu as quand même le plus grand joueur occidental, c'est un 9e dan, donc c'est le plus haut grade auquel tu puisses accéder, c'est le grade de grand maître. Ah, c'est en dan au jeu de Go? Ouais. Ah, c'est marrant. Ouais. C'est comme dans certains sports de combat. Okay. Bah, ça vient d'Asie, donc il y a un peu les mêmes mécanismes. C'est un sport de combat, un sport de combat intellectuel, mais c'est un sport de combat. Et donc, tu as ce grand joueur occidental qui est là pour commenter, et on le voit qui prend la pierre, qui pose le 37e coup et qui se trompe. Et puis, il regarde l'écran et il bug complètement. Il le met au bon endroit, mais il le remet à l'endroit qu'il avait pensé avant et il bug. Et puis, il va commencer à parler avec l'autre commentateur et à dire ah ben, là, l'IA a fait une erreur. Il y a eu un bug. Elle a joué un très mauvais coup, alors qu'avant, elle jouait très bien. Elle a joué un très mauvais coup, bon, bah, Lee Sedol va gagner. Et puis, petit à petit, on voit que les commentateurs, en discutant, commencent à nuancer leur avis. Et sur ce, tu as Lee Sedol qui rentre et qui vient s'asseoir devant le plateau. Il vient de fumer sa clope. Il s'assoit, il découvre le coup. Il a d'abord un petit sourire. C'est marrant, on voit sur la vidéo, il y a une espèce de zoom sur sa tête. Il a un petit sourire narquois. On se dit que lui est en train de penser qu'il a gagné, qu'il va pouvoir tuer AlphaGo. Et puis après, à mon avis, il est en train d'essayer de prévoir la meilleure stratégie pour utiliser cette erreur de l'algorithme. Et petit à petit, il se rend compte qu'en fait, toutes les stratégies qu'il pourrait mettre en œuvre, elles ne marchent pas. Et là, on le voit qui, petit à petit, arrête de sourire, fronce les sourcils, se voûte sur le plateau et commence à rentrer dans une concentration, un focus attentionnel incroyable. Et il va mettre quelque chose comme 15 minutes à répondre au coup. Pendant 15 minutes, il réfléchit à comment il peut répondre. Et le coup qu'il va jouer pour répondre au 37e coup d'AlphaGo va absolument pas permettre
de répondre correctement à la stratégie d'AlphaGo, et AlphaGo va gagner quand même la partie, et va gagner la partie notamment grâce à l'influence du 37e coup, bien plus tard dans la partie, quelque chose comme 40 coups plus tard. Donc en fait, évidemment, tout le monde a dit que ce coup était du génie créatif, parce que ce coup-là, en fait, jamais un grand maître ne l'aurait joué. C'est un coup qui n'est pas du tout orthodoxe. Tu vois, il est en dehors de toutes les stratégies du Go reconnues. Et pourtant, donc il est très original, et pourtant, il est très adapté parce qu'il fonctionne dans cette configuration très spécifique du plateau. Ce coup fonctionne. Donc, il est original et adapté. Je connaissais ça avec le poker où justement, quand tu as eu l'arrivée de l'optimal de la résolution des parties, donc c'est dans le No Limit Hold'em, c'est-à-dire que l'enchère par rapport à la taille du pot, par exemple, le pot fait 100, tu peux miser 150. Mais vu que ce jeu No Limit Hold'em vient du Limit Hold'em, où en fait tu pouvais miser que à hauteur du pot, en No Limit Hold'em, tu avais très rarement, voire en fait, tu n'avais pas de ce qu'on appelle un overbet, c'est-à-dire de miser au-dessus de la taille du pot, à part en fait en tournoi où tu fais tapis selon certaines configurations du jeu où là c'était communément admis. Et en fait, donc il y a eu des solvers au poker, donc tu résous les jeux. Ils se sont rendus compte en fait qu'il y a énormément de situations où tu peux miser le pot plus la moitié du pot pour déstabiliser l'autre. Et justement, donc alors j'ai plus le nom du modèle exact, mais en fait, la première fois que les professionnels ont joué contre Inia, donc déjà ils se sont fait démonter, et ils ne comprenaient pas pourquoi ils misaient autant. Et après, ils ont réétudié le jeu et ils ont compris en fait que c'était une super arme. Et maintenant, la meilleure défense, c'est ouais, l'attaque. C'est communément admis d'envoyer des gros parpaings sur certaines situations parce que mathématiquement c'est juste. Et même, il y en a qui arrivent à l'utiliser pour exploiter les autres maintenant. Enfin, quand ils ont détecté des mauvaises tendances, c'est vrai que ouais, là-dessus, c'est assez impressionnant. Et d'ailleurs, en poker, bah, pour donner un ordre d'idée d'à quel point l'IA, elle bat les meilleurs joueurs du monde. Donc, au top du top, les personnes qui jouent entre elles, les meilleures, ils sont à 5 big blinds toutes les 100 mains. C'est-à-dire que tu joues 100 mains, la blinde elle est à 100 euros, tu gagnes 500 euros toutes les 100 mains. Okay. L'IA, elle est à 10 sur les meilleurs. Sur celui qui fait 5 blindes, elle a 10. Et c'est inhumain, il n'y a personne. Et il y a d'autres histoires comme ça. Il y en a une, bah, en fait, il y a des problèmes de triche avec les robots sur les sites de poker. Et par exemple, ils ont découvert un joueur. Donc en tournoi, il y a encore plus de variantes, de hasard, tout ça. Donc l'humain, il est encore plus, au niveau des émotions, il prend encore moins des bonnes décisions, c'est encore plus dur à jouer. Ils ont trouvé un joueur, donc enfin, c'est un bot, enfin, c'est pas pratiquement sûr. Il est sur donc, des tournois à 10 euros, où en général, un joueur qui est plutôt correct, il va être donc dans l'argent, donc dans la partie où il y a de l'argent, dans les 20-30% des cas. Là, la personne était dedans dans 80% des cas et elle allait en table finale dans 30% des cas. Okay. Et c'est inhumain. Et elle faisait le même tournoi tous les soirs et elle roulait sur tout le monde. Parce qu'en fait, statistiquement, elle avait toutes les stats. Elle faisait donc la meilleure stratégie par rapport à chaque coup dans chaque situation. Et elle. Après, ce que je voulais illustrer avec AlphaGo, il est évident que sur un jeu de plateau, les algorithmes, sur un jeu en général avec des règles bien définies, un algorithme est plus efficace. Et il n'y a pas un seul jeu qui n'est pas concerné. Même on voit avec Meta qui a craqué le jeu Diplomatie, qui est un jeu purement d'empathie humaine, etc. Bon, bah, l'algorithme est meilleur. Ce qui est intéressant avec AlphaGo, en fait, ce coup est extrêmement créatif. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'algorithme a eu deux mécanismes d'apprentissage. Il a d'abord appris à jouer en s'inspirant des parties des grands maîtres, deep learning traditionnel. Tu lui files 1 million de parties de grands maîtres et tu lui demandes de jouer comme les meilleurs des grands maîtres. Donc, il a appris le Go sur les parties de grands maîtres, ce qui fait qu'il joue de façon très adaptée, dérivative. Et en fait, une fois qu'il y a eu cet entraînement de réalisé, bon, ils ont fait tout un mécanisme. Enfin, il y a deux policy networks. Enfin, bon, passons les détails. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a ensuite été entraîné en jouant contre lui-même. Il a joué contre lui-même des millions de parties, ce qui fait qu'il a dépassé la connaissance humaine, il s'en est affranchi. Donc, il a pu mettre en œuvre ensuite des stratégies justement plus disruptives, plus originales, qui s'éloignent de ce qu'il avait appris sur les humains. Et il fallait qu'il y ait ce double apprentissage pour qu'il joue à la fois très bien et à la fois qu'il puisse, de temps en temps, faire un coup très créatif. S'il avait appris que sur les jeux de parties de grand maître, il n'aurait jamais fait ce coup-là. Bon, il y a eu une version après AlphaGo 0 où ils ont enlevé l'apprentissage sur les parties humaines. Il a appris à jouer que contre lui-même et en effet, il joue de façon encore plus inhumaine. Il joue plus du tout comme les humains. Il joue excellemment mieux que AlphaGo
première version. Ce qui est super intéressant avec ces exemples, en fait, c'est de dire que on a l'habitude de penser que l'IA, elle apprend sur les données humaines. Mais les algorithmes les plus disruptifs qui vont faire exploser, à mon avis, la compréhension de notre monde, la créativité radicale, c'est les algorithmes qui n'apprennent pas sur nos données, qui apprennent justement par eux-mêmes sur un environnement et qui vont construire leur représentation à eux, une représentation particulièrement inhumaine et en cela, du coup, particulièrement originale par rapport à nous, de leur environnement. Donc, AlphaGo, on parle d'un environnement de jeu fermé, simple, mais c'est déjà super intéressant. L'algorithme, en apprenant par lui-même, en essayant plein de coups, en jouant contre lui-même dans cet environnement, a appris différemment des êtres humains. Là où, en tant qu'être humain, quand on apprend le jeu, on commence par lire des livres, par regarder comment font les grands-maîtres, et on s'inspire en fait des milliers d'années de Go qu'il y a derrière nous. Et donc, après, si on est créatif, on peut construire par-dessus cette connaissance antérieure, mais on ne la remet pas en cause from scratch. On ne remet pas tout en cause en bloc, on construit par-dessus. Donc, en tant qu'être humain, on a des biais de culture, on apprend à partir justement de la culture précédente, parce qu'on en a besoin, sinon on reprend à zéro et on ne peut jamais être un bon joueur de Go, parce qu'il y a quand même des milliers d'années de Go derrière nous qui sont pertinentes. Donc on a besoin d'utiliser ça pour être un bon joueur de Go. Et on a donc des biais très forts. Et en plus, on a des biais d'imitation, on a tendance à imiter nos semblables. Donc, on prend l'habitude de jouer à l'intérieur des carcans culturels qui ont été déterminés par l'histoire. Là où les algorithmes, par la puissance de calcul qu'ils peuvent mettre en œuvre et par le fait qu'ils puissent être codés pour ne pas être grégaires, être imitateurs des autres, enfin, des humains, ces algorithmes peuvent apprendre à jouer au Go ou à comprendre le monde d'une façon très, 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 très neuve et très différente, radicalement différente de la façon de comprendre le monde humain. Donc, pour moi, c'est ces deux types de cyborgs qui sont super intéressants. Ils sont orientables, on peut leur dire où créer, ok, invente des nouvelles stratégies au Go. Un autre exemple, c'est un algorithme du Creative Machine Lab qui a trouvé des nouvelles façons, des nouvelles variables fondamentales pour décrire le mouvement. On pensait avoir les variables fondamentales pour décrire le mouvement, par exemple, d'un double pendule. Et cet algorithme, en fait, en apprenant tout seul à décrire le mouvement, il l'a décrit avec des variables fondamentales différentes des nôtres. Il y en a toujours 4 pour un double pendule, parce que heureusement, notre univers est un et universel. Mais il a utilisé d'autres variables fondamentales et on ne sait toujours pas vraiment à quoi elles correspondent, mais elles fonctionnent. Donc, même la physique que nous, on croyait, on pensait avoir trouvé les fondamentaux, en fait, il y a plein de façons de voir le monde, plein d'autres interprétations du réel qui ne passent pas nécessairement par la variable angulaire, etc., que nous, on pensait être fondamentale dans la description du monde. C'est incroyable, du coup, ça revient un peu le truc de casser les codes. Et du coup, l'IA arrive à casser des codes, Voilà. des trucs qui sont extrêmes, enfin que nous on conçoit comme extrêmement rigides, comme la science. Voilà. Et c'est là où je voulais exactement en venir, c'est que là où je pense que l'IA a un potentiel d'hypercréation justement et de créativité incroyable dans notre monde, c'est pas pour tous les algorithmes dont on parle en ce moment, les IA génératives, qui elles qui vont augmenter la créativité humaine, mais plutôt à l'intérieur des formes déjà existantes pour les explorer plus largement et potentiellement de temps en temps faire des interpolations qui sont radicalement, qui apportent des choses radicalement neuves, mais qui quand même vont s'inspirer beaucoup de l'existant. Là où il y a un potentiel vertigineux pour l'histoire de l'humanité, c'est d'utiliser les algorithmes comme un nouveau microscope sur le réel qui justement permet de voir le réel comme nous ne l'aurions jamais vu, comme nous n'aurions jamais pu le voir. Parce que justement, ces algorithmes sont particulièrement inhumains, ils sont capables de voir le monde, voir le réel d'une façon particulièrement originale par rapport à nous, pauvres humains grégaires. Et il faut combien de temps pour faire ce genre de changement de paradigme scientifique? Ben, Parce que je te dis ça, en fait, donc dans le second podcast, j'avais trouvé cette unité de calcul par rapport à la dangerosité, mais l'efficacité de l'IA. C'est en fait de penser l'IA en temps humain. C'est-à-dire, elle est capable de faire ce qu'un humain est capable de faire en 1 minute, en 1 heure, en une journée, en une semaine. Et il nous faut combien de temps pour trouver justement ces variables par rapport à si on mettait une équipe d'humains où c'est le même objectif? je peux absolument pas répondre à cette question, j'en sais rien. Pour moi, quand on parle de créativité dans un sens très radical comme celui-là, on sort de la logique
de la temporalité humaine, en fait. Tu peux pas dire il faut un humain tant de temps pour faire une révolution scientifique. Mm. Tu vois, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas une tâche Mm. définie. C'est pas un processus bien alignable que tu peux mettre dans un gant et dire ok, ça va prendre 4 mois. Euh, et à l'IA, ça va prendre 4 jours. Ouais. Tu vois. C'est pas du tout dans ces termes. C'est plutôt de se dire que on a un espèce de, c'est même plus de l'ordre de l'outil, c'est un espèce de symbiote algorithmique qui va faire l'histoire de notre monde avec nous. Et il va falloir reconnaître que nous ne sommes pas les seuls à créer de la culture et de l'histoire. Ces algorithmes le font, ils vont être de plus en plus capables de le faire et de plus en plus être capables de le faire euh, de façon plus radicale que nous. Et donc, d'une certaine façon, on va, nous, avoir, enfin, grâce à ces nouveaux algorithmes-là, euh, sûrement une tâche presque herméneutique d'interprétation de tous les résultats que ces IA pourront produire pour nous, qui seront bien au-delà de ce qu'on aura pu imaginer. Donc on ne pourra plus leur dire quoi créer, on leur dira simplement dans quel champ aller explorer, et dans un champ donné, aller explorer différemment de l'humain, et vous trouverez des choses différentes, et nous, du coup, ça nous permettra de nous ouvrir des nouvelles réalités. Donc c'est incroyable de se dire que c'est la machine qui va nous permettre de voir des nouvelles réalités sur le monde. C'est pas si étonnant. Le microscope à effet de tunnel, à un moment, nous a ouvert la capacité à voir un atome, nous a ouvert un monde de l'infiniment petit qu'on ne connaissait pas, et en étant capable de le voir directement grâce à des outils, euh, ça fait exploser la créativité scientifique au niveau des nanotech et de la compréhension de la matière et de toute la science des matériaux, etc. Là aussi, on a un outil mais qui est complètement généraliste pour explorer le réel et explorer la culture et explorer tout ce qu'on veut de façon radicalement inhumaine. Donc, on a un potentiel pour faire exploser la créativité et la transformation du monde. Et puis, il y a les troisième types de cyborgs, mais ça, tu diras mieux. Ok, Parce que ça va encore plus loin après. J'ai acheté le bouquin pour voir quel est le troisième type de cyborg. Faut que je laisse un peu de suspense quand même. Ouais. Deux options. Là, on a pas mal parlé justement des cyborgs. Est-ce que tu veux qu'on parle justement de l'agent virtuel que tu veux développer? Ouais, Ton alors, livre. carrément, il y a le livre. Le livre, c'est une réflexion vraiment de fond sur la créativité et les algorithmes que j'ai commencé à écrire avant la révolution du text-to-image, DALL-E, etc. Avant, évidemment, ChatGPT. Donc, et bien sûr, j'ai pris en compte toutes ces évolutions-là qui sont dans le bouquin, mais le bouquin, c'est une petite partie du bouquin. En fait, les IA génératives, c'est une partie importante, mais qui est pas. C'est pas un bouquin sur les IA génératives. C'est une réflexion beaucoup plus profonde, j'espère, avec une grosse analyse de plein de types d'algorithmes, avec toute une réflexion philosophique autour de tout ça. Bref, c'est le pavé un peu de fond. Et autour de ce bouquin, j'ai plein d'autres contenus que je crée. Des contenus, notamment, par exemple, j'ai un livret de prompt engineering pour faire de la créativité. Donc là, c'est la partie complètement opérationnelle, pour vraiment mettre les mains dans le cambouis et faire des séances d'idéation avec de l'IA, utiliser l'IA pour des démarches artistiques, utiliser l'IA pour inventer des nouveaux produits, faire du design, enfin, tout ce que tu veux. Donc, c'est vraiment la partie opérationnelle beaucoup plus concrète. Euh, un bouquin intellectuel et concret aussi, mais moins opérationnel, on va dire. Il y a ce livret qui s'appelle Hyperprompt. Il y a une plateforme qui va avec qui s'appelle hyperprompt.fr que je viens de lancer, avec plein de webinars de prompt engineering que je vais faire régulièrement, et voilà, toute une création de contenu autour du prompting créatif. Donc ça, c'est un des contenus additionnels autour du bouquin. Il y a du contenu additionnel artistique. Donc il y a une première œuvre d'art participative qui va être dévoilée là, dans une semaine à la soirée de lancement, et qui, dont toutes les personnes qui ont participé aux préventes du livre VIP auront une partie de l'œuvre et collaboreront pour reconstituer l'œuvre. Il y aura, et il y a toute une métaphore sur l'IA, tu verras. Et toute l'œuvre a été conçue avec de l'IA, bien sûr. Donc il va y avoir d'autres projets artistiques comme ça autour du bouquin créatif, justement. Et puis il y a un troisième projet qui est un projet en effet d'assistant virtuel créatif, donc une application, une web app, a priori fondée sur LangChain. Pour l'instant, j'ai fait toute l'interface, les mécanismes, etc. Il faut que je fasse le moteur maintenant, et ça je le ferai pendant l'été, là, quand j'aurai un peu plus de bande passante. Mais donc l'idée c'est que tu aies une web app sur laquelle tu puisses aller, dans laquelle tu es un peu
en V1 deux possibilités. La possibilité justement de rentrer dans un dialogue créatif pour élaborer tes idées. Donc c'est vraiment cette phase d'élaboration dont on parlait tout à l'heure que je vise. Donc c'est un agent, tu verras, l'interface, tu as une phase de dialogue, des phases pour faire pour une espèce de mémoire, pour sélectionner les idées pertinentes que tu veux garder, pour justement les associer ensemble, et utiliser un Stable Diffusion pour visualiser les idées quand ça a du sens. Donc tu auras toute une interface comme ça avec beaucoup de prompt engineering derrière pour que dès que tu sois dans le dialogue créatif, ça pousse cette élaboration. Ça te fasse plein de propositions, ça t'amène des inspirations éloignées, etc. Et tu auras du gros prompt engineering derrière pour que le dialogue créatif soit ultra riche pour faire de la créativité. Donc ça sera le mode un peu le cœur principal. Et puis tu auras un mode méthodologie où ça sera des méthodologies de créativité. Donc, par exemple, j'ai créé l'hyperstorming, c'est le brainstorming augmenté par l'IA. L'hyperfiction, c'est du design fiction augmenté par l'IA. Je suis en train de reformuler l'ensemble de la démarche du design thinking, si tu connais, qui est une méthodologie d'innovation pour que à chaque étape de cette méthodologie, tu puisses avoir des ateliers augmentés par l'IA. Donc, tu auras ces choses-là sur la plateforme pour que des entreprises ou des associations, des institutions, et même des indépendants qui faire de l'art en utilisant des démarches de design thinking, parce que dans l'art numérique, ça peut très bien fonctionner avec toute la dimension interactive, puissent avoir des méthodologies intégrées avec du prompt engineering derrière et de l'IA pour augmenter la démarche. Donc, dans un premier temps, en version bêta, je mettrai à disposition cet assistant virtuel créatif pour toutes les personnes, pareil, VIP qui ont participé au pré-vente. Ça me fera un peu meilleur early adopteur. Et puis, si ça marche bien et que c'est intéressant, je verrai ce que j'en fais et potentiellement, j'en ferai un produit que des entreprises pourront acheter et utiliser pour, dans des labs d'innovation, des endroits comme ça où il y a beaucoup de processus créatifs, avoir ce facilitateur digital, si tu veux, peut-être même après que je vous ferai un visage ou quoi, et tu as une télé avec un facilitateur créatif qui connaît toutes les méthodes de créativité, qui peut animer un groupe, qui t'amène plein d'idées, qui, quand tu te donnes des idées, te donne des sources d'inspiration éloignées pour faire des associations originales, et qui est un peu ton exo-cerveau créatif. Ouais. C'est vraiment ça l'idée. C'est génial. Donc, Inch'Allah, la version bêta sort pendant l'été. Ok, ouais, super cool. De toute façon, moi je suis dans la liste email. Hein, Oui, tu es dans le VIP. Ouais, ok. Est-ce que du coup on aborde le sujet des réfractaires à l'IA? Si tu veux. Gaspard Koenig. C'est ça le mot-clé. C'est le buzzword. On va remettre un peu de contexte. En fait, on a pas mal rigolé parce que donc, Gaspard Koenig a fait un post LinkedIn où il explique. Alors, j'ai plus sa citation exacte, mais parce que moi, ça me faisait vachement rire sa citation parce qu'en fait, tu pouvais l'appliquer un peu à tous les philosophes qui passent à la télé. C'est-à-dire que de savoir bien parler ou s'exprimer, ça simule l'autorité et que du coup, c'est une grave erreur. Et finalement, en fait, tu peux l'appliquer pas que à ChatGPT, mais aussi à des personnes comme lui, typiquement. Je veux dire, c'est un peu une boucle, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Ouais, et puis dans son post, il disait quand même vraiment n'importe quoi. Bon, ça va se retrouver en ligne, mais j'ai pas honte de le dire là, honnêtement. J'ai été un peu déçu de toutes ces réactions à ce garçon sur l'intelligence artificielle parce que c'est très bien qu'il y ait des gens qui critiquent l'IA et il y en a qui le font de façon très pertinente. Et il faut qu'il y ait une critique. Je suis le premier à le dire. Je m'intéresse à la philosophie. J'ai monté une asso qui fait de l'éthique. L'éthique, tu as une partie qui est critique. Et je suis critique sur certains plans de l'IA et sur certaines façons qu'on a de développer l'IA en ce moment. Mais lui, ce qu'il raconte, c'est vraiment purement jouer sur les fantasmes et les peurs médiatiques avec un discours pseudo-philosophique qui en plus n'a pas de profondeur. Donc en ce moment, le péniche, là, il me fatigue. Moi, ce qui me désole un peu, c'est qu'il passe à la télé, quoi. Il y a des gens qui l'entendent. Enfin, qui l'écoutent, je sais pas, mais au moins qui l'entendent. Malheureusement, souvent d'ailleurs, ceux qui passent à la télé, et surtout les philosophes qui passent à la télé, c'est pas les bons philosophes, c'est ceux qui vont jouer sur, comme tu disais, la figure d'autorité du philosophe en utilisant des mots compliqués pour faire les intellos et qui ont très peu de fond. Et c'est ce que j'évoquais avant qu'on commence la vidéo. Moi, je recommande sur le sujet de l'IA d'écouter un philosophe passionnant, c'est Monsieur Phi, le youtubeur. Pas que sur le sujet de l'IA d'ailleurs, il est génial sur tout plein de sujets. C'est un super vulgarisateur de la philosophie de très bon niveau. Et il dit pas de la merde sur la philosophie. Il a une vraie posture philosophique, intelligente, intéressante.
Et il a fait des vidéos sur l'IA qui sont aussi très bien faites. Donc voilà, je recommande beaucoup plus un monsieur Phi qui sait aussi être critique sur l'IA d'ailleurs, mais avec une vraie profondeur philosophique, une réflexion rationnelle, concrète, qui n'est pas juste de l'assemblage de mots pour faire autorité. Et tu penses que, enfin, c'est dû à quoi ces réactions réfractaires, je veux dire, parce que je trouve quand même, enfin, je sais pas, moi j'ai eu cette sensation-là quand j'ai découvert ces outils-là, c'est qu'il y avait une évidence du, du levier productif. Je veux dire, il n'y avait aucun doute que ce truc-là allait nous permettre d'être beaucoup plus productifs et créer plus de valeur. Et à quoi c'est dû, tu penses qu'il y ait des personnes donc, comme lui qui critiquent et qui inventent. Alors, Moi, il y a des histoires trop. Enfin, j'ai une histoire trop drôle avec une personne que j'ai rencontrée qui me dit un mec ChatGPT, il faut pas l'utiliser. Pourquoi? Explique-moi. J'ai réussi à lui faire dire des conneries. J'arrive, je fais, mais t'as fait exprès? Bah oui. Si tu forces un humain à dire n'importe quoi, il va dire n'importe quoi. Bah oui. Alors pourquoi tu fais pareil avec ChatGPT? Si tu demandes la vérité, normalement, il faut qu'il te dise la vérité. Ah oui, mais bon, j'ai réussi à lui faire dire des conneries. Et enfin, un espèce de. mais, alors, il y a plein d'aspects dans ta question. La première chose, c'est que si j'étais un peu philosophe, je te dirais déjà que la vraie critique par rapport à ce que tu dis, elle ne devrait pas être sur le sujet de est-ce qu'on doit l'utiliser ou pas dans la mesure où c'est un outil qui peut augmenter notre productivité. La vraie question philosophique, c'est est-ce qu'on est obligé de penser l'outil à travers une augmentation de notre productivité? Est-ce que la fin en soi de l'humain, c'est d'augmenter sa productivité? Donc, une vraie critique de l'IA, ça serait de dire est-ce qu'on veut continuer à être dans un système dans lequel on se définit par notre productivité, notre performance, et où l'augmentation de la productivité suffit à justifier l'outil? Donc, ça, c'est une vraie question philosophique, une question de société, et qui, à mon avis, vis-à-vis de l'IA, doit se poser et est réelle. Et la fin de mon bouquin a cette ouverture-là. Et sur vis-à-vis de l'arrivée d'algorithmes de plus en plus puissants, comment penser notre relation à la machine et comment penser notre relation à nous-mêmes en tant qu'être humain. Ça, c'est des questions philosophiques, moi, que je trouve vraiment pertinentes, passionnantes, et que la machine doit nous renvoyer actuellement. Beaucoup plus que le Gaspard Koenig qui dit que c'est une régression épistémique parce que ça cite pas ses sources. Va te faire foutre, c'est un. Tu couperas au montage ou pas d'ailleurs. C'est complètement confondre un manque de maturité, un manque de potentiel. Enfin, c'est juste pour faire le buzz. Quoi. Bon, bref, c'est pas une question de doute et de profondeur philosophique. Après, pourquoi il y a des gens qui sont réfractaires à l'IA en général? Donc, il y a ceux qui sont réfractaires parce qu'ils portent une pensée critique et ils ont tout à fait le droit, et à travers cette pensée critique, ils pensent que ça va poser plus de problèmes qu'en résoudre, et je peux tout à fait l'entendre. Et j'adore débattre avec ces gens-là qui ont un vrai regard sur le sujet et une vraie compréhension des mécanismes de l'IA et des mécanismes économiques d'innovation dans lesquels s'inscrit l'arrivée de l'IA, l'arrivée de cette vague de l'IA en tout cas. Ça, c'est des réfractaires intelligents. Et puis, il y a aussi toute une partie de réfractaires qui le sont, je pense, soit par personnalité. Il y a des gens, dès qu'il y a de la nouveauté, ils sont réfractaires à la nouveauté. Tu as la courbe d'adoption de l'innovation qui a été définie par Moore dans son bouquin. J'ai perdu le titre. Voilà. Donc, la courbe d'innovation de Moore montre que voilà, il explique le phénomène d'adoption des innovations en montrant que tu as une frange de la population très minime, à gauche de la courbe d'une espèce de cloche de Gauss, qui sont les early adopters, qui sont des enthousiastes à toute nouveauté. Moi, je fais partie de ces gens-là. Quand il y a une nouveauté, j'ai envie d'explorer. Par défaut, je suis optimiste sur cette nouveauté et j'ai envie d'explorer. Par personnalité, je suis enthousiaste. Et ensuite, en l'explorant, je me mets à développer un esprit critique sur certains des éléments de cette nouveauté. Il y a la majorité des gens qui sont dans ce qu'on appelle la majorité précoce ou majorité tardive. C'est les gens qui acceptent la nouveauté que si elle est suffisamment validée et sécurisée par les early adopters, quand les early adopters ont expérimenté suffisamment et mis en place des cadres pour que cette nouveauté soit qualitative et qu'on soit sûr qu'elle fonctionne bien, bon, cette majorité s'y met. C'est ce qui différencie. Donc, les early adopters actuellement sont à fond dans l'IA, LangChain, ChatGPT, etc. Dans 3 ans, tout le monde utilisera des IA au quotidien, ça sera intégré dans la suite Office, dans la suite Google, etc. Et ça sera devenu un outil normal. C'est comme pour quand Internet est arrivé, tu avais les early adopters d'Internet qui étaient les gros geeks qui faisaient jouer avec des serveurs.
dans les années 2000 à 2010, la révolution numérique dans le grand public a été complètement aboutie, et en tout cas pareil dans nos sociétés. Et donc toute la majorité s'est mise sur Internet, c'était normal. Et puis tu as les réfractaires, les retardataires, qui sont l'inverse des early adopteurs. Par défaut, dès qu'ils voient une nouveauté, ils ne l'aiment pas. Pour eux, c'est d'abord un risque, pas une opportunité. Euh, un peu malheureux, je trouve, mais c'est normal qu'il y ait des gens aussi qui fonctionnent comme ça. C'est statistique, hein, dans une société. Et donc, bah, ces gens-là, voilà, c'est actuellement ta grand-mère qui achète un BlackBerry en disant oh là là, c'est vraiment des nouvelles technologies impressionnantes. Euh, mais voilà, c'est des personnes, c'est pas forcément des vieux d'ailleurs, hein, ça peut être à n'importe quel âge, on peut être réfractaire. Des gens qui, par défaut, sont d'abord contre les nouveautés, donc notamment les nouveautés technologiques, mais pas que, hein, ça peut être les nouveautés sociales, ça peut être les nouveautés artistiques, ça peut être toutes les nouveautés que tu veux. Et en fait, l'être humain est plus naturellement dans la majorité tardive et dans les réfractaires, parce que c'est un être grégaire qui a besoin d'un système stable, de confort. Et dès que tu apportes de la nouveauté, tu déstabilises le système en place. Et donc les early adopters sont des espèces de fous. C'est des gens qui aiment vivre dans le chaos et dans les choses qui ne sont pas stables. C'est presque un peu inhumain aussi. Donc par rapport au fait qu'un être humain soit un être social et grégaire, et a donc besoin de stabilité pour que le système humain fonctionne. Donc, heureusement, d'une certaine façon, qu'il y a des majorités tardives qui font que les mécanismes de nouveauté sont un peu amortis dans leur explosivité. Ça permet au temps humain de se faire. Mais ceux qui sont vraiment réfractaires par défaut, moi je trouve que c'est un peu. Enfin voilà, ils sont malheureux, les pauvres. Si dès que tu vois une nouveauté, tu es d'abord à concevoir les risques, et putain, tu te fais des nœuds au cerveau à tous les étages, et ça doit être très fatigant pour eux, je les plains. Donc, voilà, il y a ces gens-là. Et puis, l'IA pousse encore plus cette dimension réfractaire parce qu'il y a une dimension fantasmagorique. L'intelligence artificielle, c'est pas n'importe quelle technologie. C'est une technologie qu'on a appelée intelligence artificielle d'une façon qui, à l'époque, était ridicule, qui commence à avoir un peu plus de sens aujourd'hui. Euh, mais le mot intelligence artificielle, déjà, donne l'impression que ça va nous remplacer, tu vois. On, on a appris à définir l'être humain un peu par son intelligence, ce qui, encore une fois, est une grosse connerie. Mais plein d'autres exemples d'intelligence, animale évidemment, mais même des choses complètement aveugles. L'évolution naturelle est un mécanisme aveugle qui a son intelligence. Enfin, c'est pas du tout spécifique à l'humain. Et donc, comme on s'est habitué à voir les choses comme ça, tout le cinéma d'Hollywood s'est emparé de ce sujet et a créé le fantasme de l'intelligence artificielle Terminator. Donc, c'est des robots tueurs. Euh, tout le discours justement des réfractaires s'est polarisé sur les machines qui remplacent l'humain, ce qui est vrai. On est à Lyon, il y a eu une époque, il y a eu la révolte des canuts qui s'est finie par la semaine sanglante, il y a des milliers de morts, parce que tu as des artisans qui n'avaient plus, dire, de boulot, parce qu'il y a des métiers à tisser qui arrivaient et qui automatisaient le tissage. C'est un phénomène de la technologie, ça s'appelle l'innovation gap, ça produit un fossé dans l'emploi quand il y a des innovations technologiques. Et donc, jusqu'à maintenant, on a réinventé des pans de l'économie à peu près à chaque fois qui ont comblé cette innovation gap, ce fossé. Avec l'IA, c'est pas sûr qu'on le comble pour l'instant, il fait que s'approfondir. Et je pense qu'il va s'approfondir encore plus radicalement. Donc, il y a un discours des réfractaires qui s'appuie sur cette réalité socio-économique d'un emploi va devoir être radicalement transformé euh, pour faire peur et dire vous allez être remplacé, vous allez être remplacé. Moi, je ne pense pas que l'IA va remplacer l'être humain. Je pense par contre que c'est une opportunité, encore une fois, pour faire évoluer notre représentation de l'humain et se dire que le travail tel qu'on le connaît, le travail à travers une performance aliénante, n'est pas forcément désirable. Et peut-être que l'IA est l'opportunité de repenser radicalement l'institution du travail, pas juste l'emploi, l'institution du travail, pour qu'on pense le travail, non pas à travers uniquement de la productivité, mais à travers des éléments plus humains. Bon, c'est pareil, j'en parle à la fin de mon bouquin, j'en parlerai à la soirée de lancement. C'est des choses qui sont un peu profondes philosophiquement, donc on va peut-être pas rentrer dans le débat si on veut aller sur les autres sujets. Mais voilà, il y a cette dimension fantasmagorique traduite par le cinéma, traduite par des discours sur le remplacement de l'humain. On a peur que la machine nous dépasse, etc. Mais je pense que tout ça vient d'une mauvaise définition initiale de ce qu'est un être humain. C'est vraiment ça le problème principal. Et c'est là-dessus qu'il y a la plus grande opportunité de l'IA. Ce n'est pas une opportunité économique d'augmenter notre productivité, c'est une opportunité philosophique de repenser notre humanité.
Ok. Bon, cette cigarde-là. Euh, Sujet que je voulais aborder avec toi, je sais pas si on en a parlé en privé, mais l'open source. Moi, j'arrive pas à savoir si par exemple GPT-4 faut le mettre en open source ou pas. Ah ouais, c'est une super question. C'est, C'est un vrai doute aussi. je, je sais pas, t'en penses quoi toi? Enfin, c'est quoi? Est-ce que tu penses que ça peut être une bonne option? Sam Altman, là, a priori, serait sur un revirement pour mettre GPT-3 en open source. Ok, j'ai pas entendu ça. J'ai vu passer ça là dans un article. GPT-4, a priori, c'est pas. Un gars intéressant, ça maintenant. Ouais, putain, il est smart, hein. Ouais, bah, t'as lu son article La loi fondamentale de l'IA? Non. Ah, et une traduction en français va lire, c'est incroyable. Euh, de voir que un gars, enfin, c'est quand même le CEO de OpenAI qui est derrière GPT, et Dali, le gars a quand même une vraie pensée économique. On est d'accord, on n'est pas d'accord, hein, c'est une pensée économique capitaliste, même post-capitaliste, etc. Mais il a une vraie pensée économique et en gros, la loi fondamentale de l'IA, il décrit plus l'IA va s'améliorer, plus on va converger vers une AGI, une intelligence artificielle générale, plus toute la valeur du travail humain va être détruite. Donc l'humain au travail n'a pas de valeur. Et je suis d'accord avec lui, et j'en suis moi ravi personnellement. Parce qu'encore, opportunité philosophique de repenser notre humanité. Et lui, du coup, il prend ça comme constat et il dit bah, comment on construit une société, des mécanismes socio-économiques qui permettent de vivre avec cette destruction complète de la valeur humaine au travail. Ce qui ne veut pas dire la destruction de l'humain. Et donc, il propose plein de mécanismes progressifs qu'il faudrait commencer à mettre en place doucement pour aller doucement vers une société dans 5-10 ans, il ne donne pas une date exacte, une société à l'ère de l'AGI, dans laquelle justement ce rapport au travail soit radicalement transformé. Alors, le gros absent de tout son article, c'est la question écologique, encore une fois, mais au niveau des mécanismes socio-économiques, comment on taxe, comment on organise des systèmes d'entreprise, comment le citoyen participe à l'entreprise et est intéressé au développement de l'entreprise, comment on organise une croissance faite par les IA, comment évidemment la question du revenu universel est réintégrée, mais d'une façon vraiment dire, fondée voilà, sur vraiment des mécanismes et c'est crédible quoi. C'est un article moi qui m'a beaucoup intéressé. Là encore, je ne suis pas totalement sûr d'être d'accord parce qu'il y a ce grand absent qui est l'écologie et qu'on ne peut pas penser l'avenir de notre monde sans l'écologie. Mais c'est une vision qui est riche, qui propose des vrais mécanismes, qui prend en compte une réalité de l'IA et voir qu'un Sam Altman a une capacité à penser comme ça fait plaisir. C'est quand même un autre niveau qu'Elon Musk de réflexion. C'est pas le même type de CEO, quoi. Voilà. Ça, c'est gratuit. Non, mais Elon Musk me fait marrer, mais bon, il a son intelligence émotionnelle et de communicant, mais il n'a pas une grande puissance intellectuelle, en tout cas, il la cache bien. Après, c'est vrai qu'Elon Musk, il a cette capacité quand même qui est incroyable à créer du récit. C'est monstrueux. C'est un storyteller. Très très fort, quoi. Et puis, tu as l'impression qu'il monte ses boîtes, même pas pour la pertinence du projet, uniquement pour le récit. Je veux dire, évidemment, SpaceX, la conquête de l'espace, tout ça, Ouais. voilà. Il y a un récit, un fantasme. Les Optimus des androïdes, on revient du Terminator et à ce fantasme qui habite notre société, qui date des phaistos du robot esclave. Euh, Neuralink, connecter nos cerveaux à des IA pour la surpuissance humaine. Enfin, il arrive à se positionner sur toutes les espèces de tropes, de mythologie que l'humanité transporte depuis la nuit des temps et à inventer des projets qui racontent ces histoires-là. Après, SpaceX, mine de rien, il a fait quand même très très fort hein, sur le marché du satellite. Il a complètement déglingué. Non, mais en plus de cette capacité à positionner ses projets sur des récits, avoir une capacité de storytelling, c'est un excellent entrepreneur au sens de l'effectuation de l'entrepreneuriat, de l'exécution des projets. Il est incroyable, c'est un fou malade, il fait que travailler, il met tout le monde dans le bas de combat, mais par contre, il arrive à faire l'impossible. Et ça, je le respecte au niveau entrepreneurial. Après, voilà, en termes intellectuels, c'est vrai que son génie, je trouve qu'il réside dans le fait de créer du récit sur des boîtes qui, a priori, n'ont pas de récit. Tu vois, par exemple, la voiture électrique, t'as pas de Tesla. T'as pas de récit comme Tesla, t'as pas une marque Tesla.
Tu vas pas dire, bon, bah, j'ai acheté la dernière hybride Peugeot, ça n'a pas le même effet que Non, quand non. tu as ta Tesla, tu vois. Ouais, T'as acheté ta dernière hybride Peugeot, bon, bah, c'est bien, mon gars, ouais. quoi. Ouais, sur Tesla, il a fait très fort. Il a réussi à faire un peu le même coup qu'un Steve Jobs sur l'ordinateur personnel de l'iPhone, sauf que l'ordinateur personnel de l'iPhone, il y avait un vrai récit, tu vois, tout d'un coup, l'accès à la connaissance, des millions de nouveaux outils. Là, il a juste fait une voiture de plus, quoi. Ouais. Et une voiture en plus qui pas, enfin, ok, elle monte au 100 rapidement et elle est plutôt jolie, mais c'est une bagnole, quoi. Enfin, on connaît, Ouais. ça change pas la vie des gens. Et franchement, sur ça, il a été très fort pour créer un récit. Ouais. Et donc, du coup, l'open source, est-ce qu'on a Oui, c'est du vrai. paquet en open source ou pas? Alors, c'est une certaine façon la question de la centralisation de la technologie qui est un problème éthique. Euh, c'est très difficile à penser parce que un outil augmente la puissance de l'être humain. Évidemment, les outils ne sont pas accessibles à tous les êtres humains, pour des raisons qui peuvent être financières, géographiques, d'éducation, tout ce que tu veux. Donc, un outil augmente la puissance de certains humains, donc un outil augmente les inégalités. Par définition, toute la technologie de l'humanité, tous les outils qui ont inventé l'humanité ont augmenté les inégalités. Et quand on dit oui, Internet, ça donne accès à la connaissance à tous, c'est faux. La plupart des gens utilisent Internet pour aller sur TikTok, et ceux qui l'utilisent pour augmenter leurs connaissances sont ceux qui, déjà avant, auraient utilisé d'autres outils pour augmenter leurs connaissances. Et au contraire, ça creuse encore les inégalités entre ceux qui connaissent, ceux qui ont accès à la connaissance, et ceux qui, même s'ils ont accès au réseau, ne vont jamais aller l'utiliser pour avoir accès à la connaissance. Mais est-ce que justement ce ne serait pas la première technologie qui permettrait de résoudre ce problème-là, dans la mesure où vu que ça commoditise la valeur travail, qu'on n'a plus besoin de travailler, que cet écart du coup tu vois, de richesse est dû par rapport à la capacité à générer de la valeur économique dans notre monde, et donc du coup vu que ce truc-là, la création de valeur économique sera tuée justement par l'IA qui sera capable de remplacer l'humain sur la valeur travail, bah, du coup on aura une remise à niveau. Ouais, sur la valeur travail, mais sur la valeur éducation, non. Et tu vois, si, imaginons qu'on est dans un monde où l'IA produit, où les robots produisent tout ce dont on a besoin pour vivre, et on est dans un système d'abondance, on n'a plus de problème écologique parce qu'on a un modèle de fondation qui gère notre équilibre environnemental, tout ce que tu veux. Euh, du coup, l'être humain peut passer son temps à avoir créer, à faire de l'art, des loisirs, du sport, des causes sociales, tout ce que tu veux, de plutôt enrichissant. Même dans un système comme ça, a priori, il y a une grosse partie de l'humanité qui va utiliser tous ces outils pour son espèce de confort de flemme, parce qu'un être humain, grande partie des êtres humains, même par éducation et par biologie, on tend vers le moindre effort. Donc, pour beaucoup d'êtres humains, ça va être un abrutissement maximal. C'est le système d'abrutissement maximal. Je passe mon temps sur du contenu généré par des IA qui me lobotomise le cerveau. Ah, c'est drôle. C'est idiocratie, si tu veux. Ouais. Ouais. Ah, je kiffe. Ah, j'ai kiffé. N'empêche, c'est drôle. On va pas se mentir. Ça nous fait tous les deux marrer. Bref. Ah, c'est le combo parfait de la blague, c'est le chat, le brute. Exactement. C'est Sur Internet, tu fais pas mieux, quoi. Il y a eu Coluche et j'ai kiffé. Après, il y a plus rien. Bref, tu vois, même nous, où on parle de trucs un peu intellectuels, tout ça, ben, le moindre effort, une blague nulle, ça nous fait bien rien. Donc, pour une grosse partie de l'humanité, c'est ça. Et pour une petite partie de l'humanité, qui par éducation et par personnalité aime l'effort, aime la réflexion profonde, aime la création et l'effort lié à la création, parce que l'effort peut être tout à fait positif, désaliénant, libérateur, quand il est vécu comme une expression de soi. Donc, pour cette partie-là de l'humanité, au contraire, c'est l'opportunité de faire ça à grande échelle et de passer sa vie à faire ça et de s'exprimer comme jamais et de kiffer sa race. Donc, même si tu enlèves l'inégalité de la valeur travail, tu as l'inégalité de la valeur travail au sens de capacité à produire un effort parce que tu le veux. Donc, en fait, c'est la valeur volonté qui rentre en jeu et qui vient de l'éducation, d'un truc de personnalité. C'est compliqué à délimiter, mais voilà. Et donc, je ne suis pas sûr que ça résolve les inégalités. Je ne pense pas que l'IA va résoudre les inégalités. À court terme, ça va les approfondir, j'en suis quasiment certain. À moyen et long terme, c'est tellement difficile de penser à un monde aussi radical que je ne peux pas savoir, mais on peut tout à fait penser à un monde où la valeur travail est réalisée par des IA et où pourtant les inégalités continuent à exister sous d'autres formes, voire même de façon encore plus radicale. Donc, je
Pour moi, c'est un des gros enjeux, cette question de l'inégalité devant la technologie. C'est pour ça que j'aime parler d'IA et que j'essaye d'en parler au grand public avec du bouquin, du contenu, etc., pour essayer que le plus de monde possible s'intéresse au sujet et ait accès à ce sujet-là, parce que c'est une question éthique, celle de l'inégalité. Mais du coup, dans cette question de l'inégalité, il y a en effet la question de la centralisation de la technologie. Si la technologie est centralisée dans les mains d'un acteur qui la possède, ça augmente encore le potentiel d'inégalité. Celui qui possède cette technologie a un avantage géopolitique majeur. Et la course entre les États-Unis et la Chine est lancée. OpenAI est devenu en quelques mois un acteur géopolitique, alors que c'était un acteur socio-économique, c'est devenu un acteur géopolitique. Donc c'est une question liée aussi aux inégalités, cette centralisation de la technologie. Donc, par défaut, j'aurais envie de dire, l'open source est la bonne solution. Ça décentralise au maximum la production et l'utilisation des technologies. Et en ça, Hugging Face est une startup démocratique qui essaye de travailler à ce que le plus grand monde participe à l'émergence d'une IA, d'un écosystème de l'IA décentralisé, planétaire, comme l'est Internet. Et c'est ça aussi une des richesses et des beautés d'Internet. Donc, par défaut, j'ai envie de dire oui, moi je suis plutôt pour la logique open source et se dire que, et c'est ce que je racontais dans mon dernier post sur justement les agents de GameFace, arriver à développer plein de briques où tous les développeurs, la communauté de développement et même la communauté humaine mondiale participent à mettre en place un vaste réseau d'intelligence artificielle qui sont accessibles à tous et un peu avec plein de solutions différentes, etc. Mais en même temps, j'ai envie de demander, est-ce qu'on a envie de mettre le bouton rouge à la portée de tout le monde? Il y a certaines technologies qui sont si puissantes que le fait que tout le monde y ait accès facilement pose un vrai risque, là aussi, un risque existentiel pour l'humanité. Regarde Gaspard Koenig et GPT-4 ce que ça donne. T'as pas trop peur que voilà, quoi. Non mais c'est pas lui qui me fait peur, lui, voilà quoi. Si vraiment je veux être condescendant, je dirais qu'il me fait un peu pitié, mais je vais pas aller jusque là, trop tard, je l'ai dit. Non, c'est plutôt voilà, c'est des gens beaucoup plus mal intentionnés, du terroriste ou du gamin complètement fou dans son garage et mal dans sa peau, qui va utiliser des outils surpuissants technologiques pour concevoir ou hacker ou voilà, concevoir des armes, hacker, etc. Donc la capacité à ce que ces outils soient décentralisés empêche un mécanisme de contrôle, ce qui a priori me plaît, parce que au fond de moi je suis un anarchiste conscient, c'est-à-dire un anarchiste, l'anarchie c'est l'ordre sans le pouvoir, on n'a pas besoin d'institutions de pouvoir pour nous gouverner, pour que un système fonctionne, c'est idéaliste mais ça me plaît comme idée, donc évidemment quand tu me dis on enlève du contrôle et on décentralise, je suis a priori pour en termes de conviction. Mais c'est vrai que pour certains outils, une grande puissance, ça pose des vrais problèmes parce qu'il y a plein d'humains mal intentionnés qui peuvent, voilà, s'ils ont accès à des modèles très 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 puissants, les détourner, faire en sorte qu'il n'y ait aucun filtre éthique, les utiliser pour la plus grande cybercriminalité de l'histoire de l'humanité, etc. Donc, tu vois, je ne peux pas te donner une réponse ferme là-dessus. A priori, oui, mais il y a quand même c'est un outil tellement puissant que ça pose la question réellement. Est-ce qu'on a envie que GPT-4 soit en open source et que tout le monde puisse le réutiliser, le réentraîner, surtout que petit à petit on va avoir des modèles de cette puissance-là de plus en plus légers. On a vu avec Alpaca déjà ce genre d'approche, mais ça va être a priori, je pense, de plus en plus crédible. Donc ça sera de plus en plus facile d'entraîner soi-même son modèle, de le réentraîner le cas échéant. Et donc, en effet, de faire péter des filtres éthiques, de l'utiliser à des fins un peu malveillantes. Donc, je pense que ça va arriver, je veux dire, dans 10 ans. Je pense qu'on tend vers ça. Hein. Je sais pas si tu as vu, il y a une fuite chez Google d'un papier justement où un gars faisait une analyse du marché l'IA et il dit, je trouve ça super intéressant, mais contre-intuitivement, c'est Meta le grand gagnant. Ouais, pour l'instant, moi aussi, je partage. Dans la mesure où vu que eux ont réussi à avoir le monopole sur tout le domaine open source, justement en faisant fuiter Lama. Et en fait, il y a des modèles, alors j'en ai testé quelques-uns, ils sont très très bons en anglais. Typiquement Vicuna, GPT-4 All, ces trucs-là, ils sont vraiment assez impressionnants en anglais et tu peux les faire tourner sur un M1, quoi. Et tu peux les mettre en local. Et, ouais, c'est tout à fait possible que la stratégie de OpenAI à moyen terme ne paye pas.
Et c'est pour ça que peut-être qu'en ce moment, Sam Altman se dit, OK, il faut que je mette en open source pour que la communauté internationale s'appuie sur GPT pour développer les nouveaux outils. C'est en effet probable. Parce que Meta, ils sont trop forts. Et puis, Meta, ils ont Yann Lequin. Et Yann Lequin, honnêtement, pour moi, c'est le plus grand scientifique de l'intelligence artificielle actuellement. Et il a, enfin, il a des idées, ce garçon. Il a vraiment des idées. C'est pas juste un mec qui produit l'IA comme elle se développe Bah, simplement. c'était un master move, hein, de laisser la main en open source, parce que moi, de ce que j'ai compris, il était assez, pas réfractaire, mais disons critique à l'égard de GPT quand c'est sorti. Ouais, c'est de la bonne ingénierie, machin. Et après, il fait fuiter Lama en mode non, mais nous, on s'en fout, de toute façon, Oui. on sait faire. En Mais fait. en plus, Il n'y a pas d'innovation, c'est facile. oui. Et ce qu'il veut faire, lui, Yann Lequin, il y a son papier que j'ai lu qui est passionnant. Alors, c'est quand même d'un assez gros niveau, mais c'est vraiment une très très belle contribution, je trouve, qui s'appelle A Path Toward Autonomous Machine Intelligence. Donc, c'est un bouquin, un papier de recherche, mais qui est un papier de recherche qui est à destination de la communauté scientifique non spécialiste de l'IA, donc il y a déjà un niveau de vulgarisation, mais tu as quand même, on n'est pas trop dans les maths, mais tu as quand même pas mal de la science. Mais il y a une conf sur internet là-dessus, sur sa chaîne YouTube, qui est super intéressante. Ok, Il explique en fait justement le système qu'il imagine oui. pour une IA intelligente avec les calculs de risque, la production, perception. Ouais, pour faire de l'AGI. Ouais. Et il a un programme de recherche, en fait, le garçon. Quoi. Il raconte l'AGI dans le langage de la science, c'est pas rien. Alors, est-ce que ce programme de recherche fonctionne? Tu vas parler à des gens comme ODI en France, tous ceux qui font de l'IA développemental, ils vont dire ils ratent plein de choses et ça va pas marcher. Et c'est tout à fait possible aussi. On fait le programme de l'IA développemental, qui est un autre type de programme pour faire de l'AGI, et que je trouve absolument passionnant. Mais c'est quand même, le mec a mis ensemble toutes les briques pour avoir un système crédible en disant, bon, bah, si on développe ça, potentiellement, ça va vraiment être intelligent. Ça ne sera pas comme un LLM qui est sur la superficie des choses. Ça sera vraiment une machine intelligente autonome qui développe sa propre intelligence. Donc, pour moi, c'est ça qui l'intéresse, lui. Et tout ce qu'il fait à Facebook, en fait, c'est un moyen. Il sait se servir de l'institution Facebook pour développer sa propre recherche. Et dans un premier temps, ce qu'il veut, c'est utiliser les flux vidéo pour construire un modèle du monde, pour qu'un algorithme développe un modèle du monde. L'algorithme regarde des millions de flux vidéo et apprend à comprendre comment fonctionne le monde, pas uniquement les mots, le monde physique, pour donner un espèce de noyau de modèle du monde à un algorithme qui permette à un algorithme d'avoir du bon sens. Ça, c'est ce qu'il veut faire en ce moment. Et quand tu regardes Sam, Segment Anything, des algorithmes comme ça, ou même Les Bind Image. Ouais, les derniers qu'il a sortis sont impressionnants. Ouais, Bind Image, c'est de la folie. Donc tout converge un peu vers, à partir de la vision, créer un modèle du monde qui découle d'algorithmes de vision sémantique de plus en plus aboutis. Parce que d'après lui, une grosse partie de l'intelligence humaine est construite par observation du monde. C'est là où je suis d'accord avec l'IA développementale, je pense qu'il manque quelque chose. Il n'y a pas que l'observation, il y a l'action sur le monde qui permet de construire son modèle. Et pour l'instant, il parle assez peu de l'action, de l'aspect inactif de l'intelligence. Ça, c'est l'IA développementale qui le traite, mais à un moment, les deux vont converger et ça fonctionnera. En tout cas, voilà, il travaille sur cette question de faire émerger un modèle du monde à travers des flux vidéo. Et donc, c'est ça qui l'intéresse. Les LLM, pour lui, c'est juste de la bonne ingénierie, un outil qui est très peu intelligent en fait, et qui à un moment servira, en venant le plaquer à un modèle du monde, à faire en sorte que ce modèle du monde soit exploitable. Mais c'est pas ça le réacteur nucléaire de l'IA. Et si lui, à travers ses recherches, arrive à craquer, ou en tout cas à faire des avancées significatives sur ce réacteur nucléaire qui est la création d'un algorithme qui a un vrai modèle du monde, Meta deviendra l'acteur numéro 1 sur l'IA. Et c'est parce qu'ils ont Yann Lequin aujourd'hui qu'ils ont de l'avance sur ce sujet-là, et que pour moi, dans les 10 prochaines années, c'est pas forcément OpenAI l'acteur principal, ça peut être Meta. Meta est complètement dans la course. Il a toujours été, même s'ils ont fait leur connerie marketing sur le métavers. Ça, c'est délire. Je pense pas qu'en fait, ils sont trop tôt sur le marché, mais je pense que justement, l'IA peut être en fait le truc qui va. Complètement, l'IA générative, qui génère des univers 3D et tout. Moi, je sais pas si on aura très envie, en tant qu'être humain, de beaucoup utiliser des technologies de métavers. En tout cas, pour le niveau. Ouais, j'en suis convaincu.
je t'explique pourquoi. C'est parce que quand tu vois les gens, comment ils sont addicts à TikTok, je veux dire, en fait, les réseaux sociaux, c'est un peu ça, sur le ouais, c'est quoi, machin. T'as ce truc un peu réfractaire, tu l'utilises, l'algo, il est tellement bien fait que tu deviens addict. Ouais. Et je Mais pense qu'on va voir un peu ce truc-là. c'est énormément exploré par la science-fiction, samouraï virtuel, des trucs comme ça, quand tu as une réalité virtuelle qui reproduit visuellement suffisamment bien un environnement physique et que tu te laisses tromper, tu commences à pouvoir vraiment passer un cap sur l'adoption. Donc, il est possible qu'à un moment, le métavers devienne vraiment un objet monde très important. Je ne suis pas certain autant que l'IA, mais peut-être. Et à ce moment-là, oui, Meta sera du coup en avance. Et c'est l'IA qui donnera cette impulsion-là avec l'IA générative et la capacité à générer du contenu 3D, des environnements de fou grâce à ces algorithmes. Et là, bah, les deux convergeront et Meta sera encore plus à la pointe parce qu'ils auront l'IA et le métavers dans leur besace. Donc, disons que en ce moment, Meta a un peu descendu. C'est maintenant qu'il faut acheter des actions, à mon avis, parce que je pense quand même qu'ils sont positionnés clairement pour l'avenir du monde. Juste pour la partie IA déjà, et si le métavers aboutit, ils seront évidemment positionnés. Ok, génial. Bon, bah, je pense qu'on arrive à la fin. On a fait tous les sujets qu'on voulait traiter. C'est parfait. Écoute, je te remercie. Bah, merci à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, LinkedIn, c'est là où je suis le plus actif, présent, donc Flavien Charvet sur LinkedIn. Bah, mon bouquin Hypercréation va sortir bientôt, donc Je mettrai le lien tous en tes description. auditeurs voilà, à le lire. Donc, le bouquin Hypercréation, on peut l'acheter, retrouver on va dire, les éléments autour du bouquin à partir de la plateforme hypercréation.fr. Et depuis Hypercréation, on peut accéder à la deuxième plateforme, hyperprompt.fr, qui est celle vraiment opérationnelle pour tout l'aspect prompt engineering, avec le livret qui sort bientôt, les webinars et plein d'autres contenus. Ok, parfait. Voilà. Bon, bah, super. Écoutez, si vous avez aimé et qu'on est sur YouTube, vous likez. Si on est sur Spotify ou votre plateforme de podcast préférée, mettez-nous 5 étoiles et un petit commentaire. Allez, bonne journée!